Je suis dirigeant de boîte, maintenant c'est à la mode, il faut que j'ai un coach, il faut que je travaille sur moi, il faut que je fasse une thérapie et il faut que je lâche prise. Oh là là, ça c'est devenu la recette magique pour être un bon dirigeant, pour que notre boîte cartonne et il faut que j'explique à tout le monde que ma boîte cartonne mais que je travaille que 6 heures par jour et que je fais du sport et que je mange healthy. Mais donc tant qu'on est dans ce il faut, en fait on lâche pas prise du tout. Le lâcher prise est juste une nouvelle corde à notre arc de contrôle. J'ai été portée par un besoin profond que je ne pouvais pas contrôler. Et en fait, ce que j'avais pas compris, et je le dis maintenant pour rigoler, j'avais pas compris que le besoin de sens, c'est un besoin. C'est pas « Ah cool, j'ai besoin de sens ». Les techniques de vente aujourd'hui, c'est basé sur tout ce qu'il y a de plus avancé en psychologie, en comportementalisme, etc., etc. Et c'est utilisé par les meilleurs coachs du monde, les meilleurs thérapeutes du monde, et par les pires gourous de secte. La différence, c'est l'intention. Je fais le trait d'union entre le perché et le concret, entre le sacré et le profane. Et il y a le côté profane, il y a le côté concret. Business, ta boîte, tout ça, j'adore. Mais il y a le reste. J'étais en train de dire à Mounia, que je suis très content de recevoir aujourd'hui, que comme on a passé le petit-déj ensemble, c'est déjà dit tellement de choses que voilà, on espère qu'il y aura encore des trucs à se dire pendant 1h30. Mais connaissant Mounia, elle a tellement d'histoires, tellement de vécu, tellement de passion, je suis sûr que ça va aller. Oui, j'ai pas trop d'inquiétude. Et puis le petit-déj était bon, ça valait le coup. Ouais, c'était pas mal. Toi, t'es végétarienne, non ? Ouais. C'est quoi ? D'où ça vient ? Parce que j'ai l'impression que tout le monde devient végétarien, là. Moi, ça s'est fait assez naturellement. J'ai pas décidé de devenir végétarienne. C'est juste qu'à un moment, j'avais de moins en moins envie de manger de la viande. Et puis à un moment, je me suis rendu compte que j'étais dans l'endroit où je mangeais de la viande quand j'allais chez des gens, par politesse, pour pas passer pour la relou végétarienne. Et à ce moment, je me suis dit, non, c'est pas OK. Ouais. Et l'anecdote, c'est que mes voisins, après le premier confinement, mes voisins nous avaient invité à un gigantesque barbecue, mais il y avait toutes les viandes possibles. Et franchement, j'en ai mangé des tonnes et tout ça. Et le lendemain, je me suis réveillée comme, je sais pas, quand tu te réveilles et que tu as bu trop d'alcool alors que tu n'avais pas envie de boire et tu te dis, mais pourquoi je fais ça ? Du coup, j'ai envoyé un message aux invités, sur le groupe WhatsApp. J'ai dit, merci, c'était le meilleur dernier repas carnivore dont j'aurais pu rêver. Après ça, t'as tout arrêté. Mais c'est pas du tout, genre ça me manque pas, je peux pas. Ouais. Aujourd'hui, je peux pas. Et si un jour j'ai envie, j'en remangerai. Il n'y a pas de religion derrière ça, quoi. Ouais, mais vous, vos dîners, c'est pas possible. Il n'y a plus de viande. Ouais. Les dîners 108 milliards, plus de viande, plus d'alcool. Alors que Raph, quand même, c'est le plus curien que le plus on peut être épicurien que je connaisse. Sans boire d'alcool. Ouais, c'est ça. Mais surtout que maintenant, il commence à y avoir des offres très sympas sans alcool. Ce qui n'était pas le cas il y a quelques années. Ah, il nous a fait des cocktails sans alcool qui étaient assez fous. Mais bien sûr. Et ce qui n'était pas le cas il y a quelques années. Il y a quelques années, quand tu buvais pas d'alcool, franchement. Mais il faut vraiment. Parce que le truc de sans alcool, la fête est plus folle, c'est vraiment une connerie pour les gens, à la limite pour les extravertis de fou. Ou alors les gens comme vous, parce que vous avez des techniques pour briser la glace et pour désinhiber les gens qui n'utilisent pas l'éthanol. Mais alors, la plupart du temps, les soirées sans alcool sont chiantes. J'entends ce que tu dis. Et après, nous, justement, je pense on fait ces soirées-là pour faire découvrir justement autre chose. Donc ça, c'est les dîners 108 milliards qu'on fait. Mais de manière générale, à titre de dev perso, moi, je sais que la phrase un peu cheesy, mais une fois que tu la vis, si tu es assez à l'aise avec toi-même pour pouvoir t'amuser, t'intéresser aux autres, etc., sans alcool, sans drogue, etc., c'est que tu es at peace with who you are. Moi, je sais qu'il y a quelques années, j'arrivais en fait dans un dîner ou une soirée ou machin, et j'allais me prendre un verre. Et après, c'est comme si j'allais me prendre un verre et je mettais mon costume de meuf drôle, sociale, parce etc. Que tu avais le verre à la main. Tu vois ce que je veux dire ? Ta meilleure béquille. Et en plus, moi, il y avait un autre truc que j'ai réalisé après qui s'est vachement ajouté en mode, on rentre tout de suite dans un truc un peu deep, mais très identitaire, c'est que moi, j'ai grandi donc au Maroc, dans une famille de culture musulmane, mais assez cool. En même temps, avec beaucoup d'attachement à nous transmettre notre culture, nos traditions, etc. Mais par exemple, mes parents, ils ont toujours bu de l'alcool, ils ont toujours mangé du saucisson. La blague, c'est que là, si je rentre au Maroc et que je ramène pas du saucisson à mon père, il me fait la gueule. Donc, j'ai grandi là-dedans. Et je pense que j'étais extrêmement attachée à cette image un peu de ce que j'appelle musulmane cool, ce qui veut rien dire. Et je pense que pendant longtemps, j'avais plus du tout envie de boire de l'alcool. Vraiment, physiquement, j'avais aucune envie. Mais comme j'étais tellement attachée à mon identité, et en plus en France et etc. où franchement quand t'as une culture et je suis marocaine, j'arrive quelque part, je dis que je bois pas, les gens vont s'imaginer que c'est des raisons religieuses alors que pas du tout. Et donc du coup j'étais tellement attachée à ça, donc ça s'ajoutait. Et il y avait le truc que tout le monde vit, c'est tu bois pas, t'es chiante. Et moi il y avait le truc c'est une musulmane cool, Mounia. Et quand j'ai compris tout ça justement dans un chemin de dev perso, je me dis mais c'est pas des bonnes raisons. Évidemment que j'ai arrêté, quoi. Arrêté de boire de l'alcool parce que ça te faisait pas plaisir. En fait, ça me faisait pas plaisir. Ça va être la leçon de cet épisode. Faites des choses qui out of love. Exactement, voilà, t'as bien retenu le. Il m'a fait un petit coaching express, Mounia, au petit-déj, donc j'ai appris qu'il fallait que je sois plus out of love et pas out of fouettage. Ouais, j'ai inventé ce mot, fouettage. Out of fouet. J'embrasse
un de mes amis, Tristan, avec qui on a inventé cette expression. Out of fouettage, c'est assez parlant. Mounia, je te présente. Alors, à 30 ans, tu coches toutes les cases. Tu es diplômé de Supélec. Alors, en plus, je sais pas, à ce niveau d'école d'ingé, vous deviez être quoi, 10% de femmes en plus à ce moment-là ? Ouais, il n'y avait pas beaucoup de femmes. Ouais, j'espère que ça progresse quand même. Il paraît que pas l'impression que non. Limite, ça, je sais pas si ça recule, mais c'est stable. Ouais, c'est triste. Investisseuse en capital risque chez Isaïe pendant plus de 5 ans. Tu étais présente à toutes les soirées startup, évidemment. Mais donc, sur le papier, tout va bien. Mais un matin, en te regardant dans le miroir, la question te saute à la gorge. Est-ce que je vis ma vie ou celle que les autres attendent de moi ? Le doute s'installe, la fatigue devient chronique et la réussite te laisse un goût amer. Alors, tu claques tout. Tu profites de ton 2e congé mat pour disparaître du radar. Tu cherches, tu te formes, tu te heurtes à toi-même. Et 2 ans plus tard, tu reviens, mais plus la même, tu es devenu coach. Alors, pas coach LinkedIn du dimanche. Non, tu as créé 108 milliards. Une méthode qui utilise les neurosciences, qui est ta formation scientifique, d'ailleurs, la science, pour reprogrammer nos schémas mentaux. Qui aujourd'hui est un collectif des meilleurs coachs à Paris. Moi, j'en ai même bénéficié, je peux témoigner. Et puis, je connais plein d'amis entrepreneurs qui en sont sortis grandis. Aujourd'hui, tu accompagnes des CEO à gagner en clarté, en puissance et en sérénité. Et dans cet épisode, je te propose de parler d'abord à l'heure où tout le monde devient coach, comment savoir qui est vraiment légitime ? Est-ce que c'est un effet de mode, au fond ? Ta vie d'avant, la prison dorée des premiers de la classe, que beaucoup de mes auditeurs, je pense, ressentent, qui sont des gens qui, en général, ont une vie professionnelle assez active. Comment exploser tes schémas limitants et te réinventer pour de bon ? Et puis aussi, j'espère, de spiritualité, de rapport à la mort. Voilà, ce sera la petite cerise sur le gâteau. Ça a l'air excitant comme ça. Voilà. Donc, Mounia, ravi de te recevoir aujourd'hui. Merci. Et je vais te poser ma première question. C'est quand la dernière fois que tu t'es sentie à poil et sans filet ? Moi, je suis quelqu'un, jusqu'à il y a quelques années, j'avais, comme d'ailleurs beaucoup d'entrepreneurs, on retrouve ça beaucoup chez les dirigeants, j'avais un moteur de contrôle extrêmement fort. C'est-à-dire qu'en fait, inconsciemment ou consciemment, j'essaie de tout contrôler dans ma vie. Et les dernières années, mon chemin de dev perso, c'était d'apprendre à lâcher prise. Mais au début, en fait, je pensais que je lâchais prise, mais en fait, c'était devenu une nouvelle stratégie pour contrôler parmi d'autres, tu vois. Et un jour, j'ai commencé à faire des constellations familiales. Donc, je laisserai les auditeurs plus s'informer, mais le peu que je peux en dire, c'est que c'est on va dire, un procédé psychogénéalogique qui se fait en groupe où tu représentes des rôles dans les constellations familiales des autres, et puis après les autres le font pour toi. Donc très concrètement, toi tu vas venir par exemple avec une problématique, ça peut être un truc très concret dans ta vie, j'hésite entre 2 jobs, je sens que je suis bloquée dans mes relations affectives ou whatever, et puis on va demander aux gens qui sont présents, il y en a un qui va représenter, je sais pas, ton grand-père, l'autre qui va représenter ton gamin, et on va voir ce qui se joue. Et donc ça, c'est la théorie. Moi, la théorie, je me disais, je vais tester. Et en fait, quand j'en ai fait, la dame qui organise ça, elle nous disait surtout, n'allez pas dans votre tête, dites-moi juste ce que vous ressentez. Et ça peut être, je me sens en colère, comme j'ai mal à l'oreille droite. Voilà. Et moi, laissez-moi filtrer. Et en fait, du coup, là où je me suis retrouvée à poil et sans filet, c'est quand j'arrive et que je dois représenter quelqu'un dans la constellation d'un des participants que je connaissais rien à sa vie. Et je devrais... La particularité, pardon, je t'interromps, mais d'ailleurs, il y a une série turque qui représente ça. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Le chemin de l'Olivier. Le chemin de l'Olivier, mais qui a cartonné. Ouais. Mais en fait, c'est que la particularité, c'est qu'effectivement, personne ne se connaît, et donc tu vas vraiment jouer les tu joues personnes même de pas, la vie. en fait. Tu incarnes, tu ressens. Incarnes, quoi. Ouais, tu ressens. Voilà. Exactement. La série, alors, elle vaut ce qu'elle vaut, cette série, mais elle montre bien les trucs. Et moi, j'avoue, quand j'avais regardé la série, je me suis dit, ok, c'est romancé, c'est une série, c'est pas... Mais quand tu le vis, en fait, il faut le vivre pour le croire. Et donc, je me retrouve à représenter la mère d'une meuf que je connais pas dans sa constellation. Et là, je suis traversée par des émotions, par des ressentis physiques qui ne m'appartiennent pas et qui sont tellement puissants que je me suis retrouvée à poil et sans filet parce qu'il n'y avait plus rien à contrôler. Et donc, c'était énorme, en fait. Et juste après ça, j'ai aussi fait ma constellation. Donc, c'est un truc qui me touchait, moi, dans mon histoire familiale. Et celle qui organise me connaît parce que j'en ai fait plusieurs avec elle. Elle s'est dit, OK, je peux lui donner à se représenter elle-même.
Et en fait, là, c'était trop puissant. Enfin, en gros, je me suis retrouvée à revivre peut-être des premières semaines de vie de bébé et à être traversée par des émotions complètement à poil et sans filet. Et je savais même pas... En fait, si tu veux, pour quelqu'un qui contrôle tout, je savais que là, je pouvais même plus contrôler. Quand tu arrives à ces niveaux-là d'émotions et de machin, tu peux plus t'accrocher. Qu'est-ce qui te permet d'autant lâcher prise? Parce que, bon, c'est ton chemin de vie, donc maintenant, je pense que tu as rationalisé justement ce parcours. Mais c'est tellement typique des dirigeants d'entreprise ou des managers que d'être quelqu'un en contrôle, tout simplement, parce qu'on se protège de souffrir, parce qu'on a été appris comme ça. Si c'est des mecs, c'est en plus toute la masculinité qui revient, donc interdiction de pleurer, de montrer des émotions, de faiblesse. Ouais. Qu'est-ce qui te permet de faire ça, toi? Franchement, moi, ça a été un long chemin et je dis même pas qu'il est fini, en toute humilité. En fait, c'est la première étape qui a été importante pour moi, parce qu'au début, je me disais un peu, quand mes coachs, mes accompagnants me disaient « il faut que tu lâches prise », c'était théorique, tu vois. Et limite, je me disais « ok, c'est une nouvelle stratégie pour obtenir ce que je veux, pour contrôler ». Ouais. Donc, je n'avais pas compris. Et puis petit à petit, la première étape qui a été importante, c'était de lâcher prise sur le fait de lâcher prise. Ça a été hyper... c'est con. Donc, plus être dans le « il faut lâcher prise ». Mais oui, parce que tant qu'on se dit « il faut lâcher prise », comment je fais pour lâcher prise ? En fait, ça devient « ok, on m'a dit qu'il fallait que je travaille sur moi », on va revenir après sur la mode du coaching, il fallait que j'ai un coach. Je suis dirigeant de boîte, maintenant c'est à la mode, il faut que j'ai un coach, il faut que je travaille sur moi, il faut que je fasse une thérapie et il faut que je lâche prise. Oh là là, ça c'est devenu la recette magique pour être un bon dirigeant, pour que notre boîte cartonne. Et il faut que j'explique à tout le monde que ma boîte cartonne, mais que je travaille que 6 heures par jour et que je fais du sport et que je mange healthy. Voilà un peu la caricature. Mais donc tant qu'on est dans ce « il faut », en fait on lâche pas prise du tout. Le lâcher prise est juste une nouvelle corde à notre arc de contrôle. Et le jour où je me suis dit « ok, en fait, y a quelqu'un qui m'accompagne et qui m'avait dit à l'époque Mounia, c'est là le sujet que t'attaques. Tout ce qui t'a servi depuis que t'es né, les outils que t'as utilisés depuis que t'es né, qui t'ont beaucoup servi, ils vont pas marcher sur ce sujet. Et ça va te déstabiliser de te dire ok, c'est comme si t'as une boîte à outils qui marche super bien d'habitude, et là t'as un nouveau problème à craquer, et t'essayes d'utiliser tes outils, et en fait, les outils que t'as, c'est eux qui renforcent le problème. Je sais pas si je suis claire dans mon image, tu vois. Et donc, je me suis dit, le premier déclic que j'ai eu sur ce chemin de lâcher prise, c'est de lâcher prise sur il faut lâcher prise. Mais comment... Ma question est stupide du coup, mais comment tu vois, moi par exemple, c'est ce que je te disais hier ce matin, je suis incapable de lâcher prise. Je peux pas. Alors ça peut aller. J'arrive pas. Je peux pas me faire hypnotiser. Par exemple, la dernière fois, ma femme, ça le faisait marrer. Elle voulait absolument que je me fasse hypnotiser par une espèce d'hypnotiseur ambulant au Club Med. Je me suis dit mais jamais de ma vie tu me verras faire la poule sur l'estrade parce que ça te fait marrer. Jamais. En fait, c'est mort. Et puis déjà l'hypnose c'est pas que ça. Bien sûr. Très mais alors déjà peut-être alors que je fais quand même, j'ai fait de la psy depuis longtemps, je me suis fait coacher par toi d'ailleurs, entre autres. Donc il y a plein de choses que je suis allé voir, des trucs un peu chelous, du style, comment ça s'appelle, éthiologue, les mecs qui regardent sur tes cellules. Il m'a fait, mais j'ai vécu des trucs quand même et je suis allé voir. Bah alors. Bon. Mais... Non, mais je sais pas, il y a certains trucs quand même, c'est trop, tu vois. Mais comment tu fais alors? C'est quoi? Alors, comment tu fais? Quand je dis lâcher prise sur le fait de lâcher prise, déjà... parce que quand on nous dit il faut lâcher prise et qu'on se fixe ça comme nouvel objectif, en fait pour des gens contrôlants comme nous, lâcher prise c'est un objectif comme doubler son chiffre d'affaires ou craquer telle problématique du management. Ça devient un objectif. Voilà, c'est ça. Donc c'est là où je te dis les outils qu'on utilise pour craquer le problème, c'est les trucs qui renforcent le problème. Peut-être la première. Donc à ce moment-là, on se fâche avec notre côté contrôlant. On a envie de s'en débarrasser. On est en mode, putain, je contrôle trop. Oh là là, je contrôle tout dans ma vie. Oh là là. Culpabilité. Ou culpabilité, ou en tout cas, on se dit... en fait, parce que c'est là où on revient à la racine du moteur de contrôle. En fait, nos moteurs de contrôle très forts, psychologiquement, je vais pas dire que c'est le cas à 100% des cas, mais franchement, c'est très très fréquent que ce soit un besoin de sécurité. Pourquoi j'ai besoin de contrôler mon environnement? Parce que je me sens pas en sécurité. Donc, c'est quoi contrôler son environnement? C'est s'assurer qu'on vit même, tu vois, je veux dire, on vit dans une maison qui nous plaît. On a un certain niveau de vie. On a un métier où quand on arrive dans un dîner et qu'on dit... moi, je le vivais beaucoup en tant que VC. Tu arrives à un dîner, tu dis que t'es VC. Ah ouais, vas-y, t'es VC, quoi. On t'écoute, tu vois. Donc, je contrôle mon environnement. Je me construis, comme tu dis, la petite vie où je coche toutes les cases. Mais en fait, c'est pour me sentir en sécurité. C'est-à-dire qu'il y a
Donc déjà, faire le lien entre ton besoin de contrôler et ton besoin de sécurité. Donc déjà, quand tu vois ça, tu peux t'adresser à toi-même un peu différemment. Et le deuxième élément, c'est donc justement, quand on commence à se dire « Ah, il faut que je lâche prise, il faut que j'arrête de tout contrôler », on a tendance à se fâcher avec cette part de nous. Cette part de nous qui nous a vachement servi. Comme on l'a dit en début d'épisode, beaucoup de dirigeants, beaucoup d'entrepreneurs ont un moteur de contrôle extrêmement fort. Enfin, faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Et donc, très concrètement, là, si je devais même te donner un homework d'été, écris une lettre à ton moteur de contrôle pour le remercier. Dire merci, cher Mathieu contrôlant. En fait, et tu lises tout ce que tu as réalisé dans ta vie parce que tu as besoin de contrôler. Parce que tu as aucune sécurité à lâcher prise, même au Club Med avec un spectacle d'hypnose où il n'y a pas trop d'enjeux en vrai. Tu vois ? Et donc, remercie cette part-là en disant tiens, tu me sers de ouf en fait. Et tu vas voir que ça va apaiser les choses. Out of love, comme Mais oui. Enfin, je veux dire, si on a mis en place ces moteurs de contrôle, c'était peut-être, à un moment, moi j'aime bien dire, les enfants, ils mettent en place ce qu'on appelle des stratégies de survie. Même, puis depuis 2000 voilà. ans, ça nous sert en fait. Mais le contrôle, sûr. c'est pour pas se faire bouffer par un Bien petit sûr. gradin de sable qui se ramène au dernier moment et que toi, tu es en train de faire griller ton petit, je sais pas quoi, au feu, tranquille, quoi, dans ta grotte. Et d'ailleurs, là, l'exemple que tu donnes, il est extrêmement intéressant pour te dire que notre moteur de contrôle, c'est un exemple parmi d'autres, mais tous les chemins cognitifs qui sont, justement, qui viennent de la peur, qui sont des trucs de danger, d'agressivité, de machin. En fait, ça a été observé en IRM, donc c'est pour ça que moi j'adore la neuroscience, parce que ça vient nous donner des trucs, que ces chemins-là, ils sont beaucoup plus efficients. C'est-à-dire que l'info voyage beaucoup plus vite entre les neurones, et elle a plus de poids dans nos neurones que « Ah, il fait trop beau aujourd'hui, je suis en train de me faire griller mon petit truc, je suis une femme des cavernes végétarienne, je me fais griller mes carottes, et le soleil est magnifique. » Donc non, l'info, il y a un petit gradin de sabre qui débarque, elle est beaucoup plus, elle a plus de poids dans nos neurones. Donc c'est comprendre aussi, c'est là où je te dis out of love et un peu d'indulgence pour notre moteur de contrôle. Enfin, je veux dire, c'est pas juste nous, notre vie, où on a mis en place ça. Je veux dire, c'est quelque chose qui a servi à l'humanité. Et effectivement, notamment, moi, ce que je vois beaucoup avec les dirigeants que j'accompagne, à un certain moment de leur vie entrepreneuriale, le truc qui leur a servi en début d'aventure entrepreneuriale. Parce qu'en vrai, au tout début, quand tu viens de monter un projet, on est des machines de guerre. Ah, voilà. Et le truc qui nous a servi, à un moment, il devient contre-productif. C'est-à-dire que ça devient l'élément qui nous empêche d'aller là où on veut aller. Et c'est à ce moment-là de se dire merci pour tout ce que j'ai fait. Et comment est-ce que je peux petit à petit lâcher prise ? Du coup, justement, pas me dire « Oh là là, ça m'empêche d'aller là où je veux aller, je vais jamais atteindre mes objectifs, et puis mes investisseurs, et puis mes targets et machin. » C'est de dire « Ok, déjà, je vais avoir de l'indulgence vis-à-vis de ça. » Tu m'as donné un exemple ce matin que j'ai trouvé très parlant, donc je le redis, parce que moi j'ai un problème avec la colère, comme je pense beaucoup de mecs, beaucoup d'entrepreneurs en général. Et en fait, tu m'as dit, en fait, le problème, le sujet de la colère, c'est pas d'arrêter, de vouloir absolument arrêter d'être en colère, et puis dès qu'on est en colère, notamment avec ses enfants, de culpabiliser pendant des heures ou des jours après, en se disant, mais en fait, je suis une merde, j'arrive pas à éduquer, j'arrive pas à être calme, ça peut être pareil avec ses salariés, ça peut être pareil avec ses partenaires, ça peut être plein de choses. Tu m'as dit, en fait, le sujet, c'est surtout que la colère, ce soit plus le chef de la coloc. Mais c'est certainement pas de la virer de la coloc. Il faut qu'elle soit là et que tu puisses t'en servir de temps en temps, la convoquer, te laisser envahir quand elle est là et l'accepter et puis t'en servir aussi en fait. Mais certainement pas essayer ni de la virer, mais ni de ne plus être contrôlé par elle, quoi. Tout à fait. Et alors oui, moi j'aime bien dire, il y en a plusieurs là-dedans, donc il y a une colloque entre nos différentes émotions, nos différents élans, nos différents moteurs, le moteur de désir, moteur de contrôle, enfin machin. Et l'idée c'est comment est-ce qu'on va mettre en place une communication apaisée dans cette colloque. Et en général, avant qu'on ait travaillé sur nous, il y a certains personnages qui ont décidé qu'ils étaient les chefs. Et qui, pour être les chefs, mais d'ailleurs c'est intéressant, je pense que dans nos vies politiques aujourd'hui, on voit la même chose, pour être les chefs, qu'est-ce qu'on brandit comme pancarte, c'est la peur. On réveille la peur. Il vaut mieux que vous me laissiez être le chef, parce que sinon on va mourir. Donc tous nos moteurs, si on revient au mode automatique du cerveau ancestral, il y a « oh là 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 là, si jamais je ne contrôle pas mon environnement, je risque de mourir ». Même si aujourd'hui on est en 2025, on habite à Paris et qu'il n'y a pas de tigre qui débarque a priori dans le studio, tu vois. Mais c'est ça, donc effectivement d'apaiser et de se dire mais donc la première étape quand on s'est laissé déborder par certains de nos comportements automatiques, donc que ce soit moteur de contrôle, que ce soit colère, machin, c'est le premier réflexe, c'est on veut les virer. On veut plus. Ah non, mais moi maintenant je travaille sur moi, je suis zen. Non, et puis c'est de se réconcilier, c'est de dire non, elle a toute sa place dans la colloque, la colère,
mais je veux plus qu'elle soit la chef. Et exemple, quand je te dis, c'est très très utile, moi effectivement, mon go-to de base émotionnel, alors je caricature à peine, mais en général, les gens ont une émotion qui... Enfin attends, je vais faire quelques petites explications sur les émotions, si t'es d'accord. Si on revient au basique du basique, il y a l'homéostasie, la joie. L'état, un bébé, on l'a changé, il a mangé, il a dormi, c'est la joie. Ça, c'est notre état homéostatique. Les autres émotions, c'est juste pour nous donner des infos et de nous pousser à agir pour revenir à notre état de base. En gros, de base, on est des... Comment ça s'appelle, là, le gros animal dans l'Amazonie, là, qui est tout le temps avec un sourire, là. Je sais pas. Je viens de penser à un koala, quoi. Koala, ouais. Bah de base, on est des gros koalas, quoi. Mais bien sûr. Extasiés. Et les émotions, c'est juste pour nous ramener à ça, pour dire, attends, il se passe des choses dans l'environnement, on revient à ça. Et si on... Parce que les émotions, c'est extrêmement subtil et tout, mais dans la nature, parce que les animaux aussi ont des émotions, en fait, on revient à des trucs très basiques. Il y a, en cas de danger, il y a 3 réactions possibles. Fight, fly, freeze. Et ces 3-là, elles donnent les racines des grosses émotions. Et après, le reste, c'est juste des sous-branches. Colère, peur, tristesse. Freeze, c'est quand je suis triste, en général, je n'ai pas envie de sortir de mon lit. Tu vois. Fly, je m'enfuis, la peur, etc. Donc, et je rajouterais même que la peur, en fait, c'est la grand-mère des 2 autres. À la base, on a peur, et puis après, est-ce qu'on réagit en étant en colère, en étant triste, ou en s'enfuyant. Donc, voilà, une forme de la peur. Et en fait, ce qu'on peut observer quand on s'intéresse un peu aux émotions, c'est que, en fonction de notre construction de vie, etc., entre colère, peur et tristesse, on en a une qui devient un peu notre chemin facile. Chacun de nous, on en a une. Il y a des gens et en fait, moi, ce que j'aime bien voir avec mes clients quand je les accompagne, c'est on essaie d'identifier, c'est quoi, j'appelle ça l'émotion par avant. En fait, quand il t'arrive un truc, ta première réaction, c'est ton émotion par avant. Et en fait, une des questions intéressantes, c'est de se dire, tiens, j'ai ressenti, par exemple, si ton émotion par avant, c'est la colère, tu te dire, mais est-ce que c'est vraiment de la colère ou peut-être qu'elle cache... Moi, par exemple, mon émotion par avant, c'était la colère. Moi, je pense que c'est la 1 peur, million au de final. %. Qu'est-ce qu'elle cache? Et moi, ce que souvent elle cachait, l'émotion par avant, c'était de la tristesse. Moi, j'étais pas à l'aise à aller dans la tristesse. Peut-être parce que dans ma construction, le hasard de ma vie, c'était dangereux d'être triste. C'était, voilà. Ah, mais la colère, je disais pour rigoler, je pense que j'ai grandi dans un environnement où la meilleure défense, c'était l'attaque, tu vois. Donc, voilà. Et une fois que tu comprends ça, donc déjà, mais... Bon, j'ai fait une longue parenthèse sur les émotions, mais pour revenir, donc mon émotion par avant, c'était la colère. Donc quand on commence à travailler sur soi, on dit « Ah non, moi je veux plus être en colère » parce qu'on l'a un peu subi justement, parce qu'elle avait pris le truc. Et puis quand tu reviens à un truc, je peux encore... Enfin, si c'est mon émotion par avant, c'est que je suis extrêmement douée en fait pour ça. Mais si je reprends la gestion du truc. Et une anecdote, c'est qu'un jour, je me disputais avec mon mari. Et moi, à l'époque, la colère, qu'est-ce qu'elle me dicte quand on se dispute? C'est il faut aller au bout de la discussion. Lui, je me souviens, beaucoup plus calme, gère très très bien ses émotions. Et il me disait, non mais là, on en parlera plus tard. Là, t'es pas en état pour qu'on parle. Et moi, non. La colère, sur le moment, c'est non, il faut qu'on finisse la conversation. Je sais pas si tu vois le. Ouais, bien sûr, je vois très bien. Et sauf que comme j'avais commencé à bosser dessus, j'ai réussi à débrancher la prise. Et je suis allée et je me suis dit, tiens, là, j'ai cette énergie parce que t'as l'info, mais t'as l'énergie de la colère. En fait, tu le sens physiquement. Et il y a un truc que je faisais dans mon école de yoga, on faisait un défi, il fallait rester le plus longtemps possible en planche tous les jours. Et on avait même un Google Sheet partagé, on se mettait nos scores. Et moi, avant ce jour-là, je restais péniblement 2 minutes. Et bien ce jour-là, j'ai senti l'énergie de la colère, je me suis dit, tiens, va faire ton défi maintenant. Je suis restée 12 minutes. J'ai canalisé l'énergie de la colère dans un truc qui était constructif pour moi, et comme par hasard, j'étais calme, et après j'ai pu parler tranquillement du sujet. Ce que je veux dire par là, c'est que notre colère, elle peut être extrêmement utile pour construire des choses, pour se réaliser, quoi. Est-ce qu'il y a des émotions ou des sentiments qui, pour le coup, te semblent inutiles? Vraiment. Alors moi, il y en a 2. C'est même pas inutile, c'est vraiment... on n'a pas besoin de s'infliger ça, c'est out of love. C'est la honte et la culpabilité. C'est vraiment de la... D'ailleurs, est-ce que tu t'imagines un animal avoir honte? Ça n'a aucun sens. C'est vraiment un truc qui est... Oui, c'est de la morale, en fait. Je sais pas si c'est de la morale, mais c'est un peu ça, hein, c'est la morale, c'est le système de valeurs. Ouais. C'est ce que Nietzsche appelle, tu vois, c'est ça, Ouais. la morale de la pitié. Oui, mais tu pourrais dire que la morale, elle a une certaine utilité dans nos sociétés humaines. Mais vraiment, le ressentir... Et moi, j'invite les gens de plus en plus à ressentir physiquement. Et vraiment, la honte et la culpabilité, c'est visqueux. Et limite, la honte, c'est pire que la culpabilité. Parce que souvent on les confond. Hein. Le problème il y a souvent des cas où on se sent coupable, mais en fait ce qu'on ressent c'est de la honte. Et je vais donner une explication très très claire là-dessus. Alors je vais le dire en anglais parce que je suis la coach de la Startup Nation et je trouve qu'en anglais ça passe. Mais la culpabilité c'est I have done something wrong.
j'ai fait quelque chose qui allait pas. La honte, c'est I am something wrong. Je suis quelque chose qui ne va pas. Et parce que le I have done, je peux réparer. Bon, j'ai renversé ton verre, je peux aller chercher une éponge, je peux te demander qu'est-ce que je peux faire pour réparer, enfin tu vois. Alors que I am something wrong, c'est terrible en fait. C'est là où on se retrouve face à nous-mêmes, un truc de... Il n'y a rien à faire, c'est du désespoir qu'il y a derrière en fait. Et donc, j'invite vraiment les gens, et moi ça a été un long travail, de me dire... la honte plus que la culpabilité, je pense que dans notre vie souvent, même les exemples qu'on se donnait, même ce matin, tu vois, des fois j'engueule mes enfants et je me sens quoi, il y a de la honte. Moi typiquement, l'exemple que je t'avais donné sur les enfants, des fois quand je les engueulais de manière qui n'était pas ok avec la façon dont je voulais faire, la pensée que j'avais derrière, c'était je suis une mauvaise mère. Donc on est vraiment dans de la honte en fait. Mais en effet, tu viens de le dire, tu vois, c'est que quand même il y a ce truc de la culpabilité, la honte servent à faire société. C'est-à-dire que tu te mets pas à poil en public parce que ça va gêner les autres. Tu te mets pas à taper ton voisin parce que on t'a inculqué depuis que t'es petit que c'est mal. Oui, mais la réalité... Tu ressens plus de culpabilité. Imagine un jour, tu as un coup de colère, tu te mets à frapper aller frapper un ami ou tes enfants ou que sais-je, il va bien falloir que tu ressentes un petit peu de culpabilité, tu vois. Oui, mais justement, dans ce cas-là, si en fait, le problème qu'on a, c'est que beaucoup de choses qu'on prend pour de la culpabilité, en fait, c'est de la honte. Donc, si je veux reformule, tu me disais, c'est quoi les émotions qui sont pas utiles, en fait, c'est vraiment la honte qu'il faut dégager. Et que si c'est de la pure culpabilité du style, j'ai fait une erreur, comment je peux réparer, comment je peux faire amende honorable et comment machin, à la limite, ça irait. Une culpabilité pure, sans honte, sans remise en question de notre valeur profond, voilà, à la limite, c'est extrêmement utile, notamment en société. Mais le problème, c'est que souvent, c'est de la honte qui est cachée derrière ce que nous, on appelle la culpabilité. Ah ouais, donc là, c'est tout un tas de pensées récurrentes sur c'est moi le problème. Et d'ailleurs, un truc très simple à observer on avait travaillé le discours intérieur, c'est est-ce que je suis en train de parler de mes actions ou de ce que je suis ? Si par exemple, là, je dis je suis une mauvaise mère, c'est extrêmement différent. Il y a un espèce de jugement, quoi. Enfin, et puis même dans le temps, on sent que dire j'ai eu un comportement qui ne correspond pas à la façon dont j'ai envie d'éduquer mes enfants. Tu vois le truc ? Je vois bien la différence. Et puis après, juste pour rebondir sur si jamais on n'avait pas de culpabilité, on se battrait à poil, on taperait nos voisins et tout. Ça dépend. Et si on augmentait notre empathie ? Ça a l'air un peu gnangnan, mais ne fais pas aux autres ce que tu n'as pas envie qu'on te fasse. En fait, en vrai, si on était des êtres très, tu as un système de valeurs qui est suffisamment sain pour une société saine, tout va bien se passer en fait. Mais même, il y a le système de valeurs, mais si on arrivait à revenir à un truc beaucoup plus... je veux dire, je sais pas pourquoi je parle des animaux aujourd'hui, hein, ils ont aussi plein de trucs qui vont pas, mais un animal, il va, par exemple, même un animal carnivore, il va bouffer un autre animal, mais il va pas le faire s'il a pas faim en fait. C'est pas... Ils font du mal, le mal existe dans la nature, hein. C'est pas, l'injustice existe, il y a plein de trucs, mais c'est pas complètement, c'est parce que ça sert à un truc, voilà, et de se dire nous on a peut-être moi plutôt que morale, j'aime bien le mot éthique, c'est de se dire si t'as une éthique qui est alignée, il t'arrive peut-être de faire des choses qui sont contre la morale, mais ça sert à un but. Alors mes chers auditeurs, on a eu un petit problème technique. Alors déjà il fait 32 ou 33 degrés dans le studio, donc si vous ne me voyez pas en vidéo, je suis un peu moite, vous m'en excuserez. Mounia, elle, avec son âge biologique de 28 ans, elle est... 26 ans, elle est incroyable. Elle ne bouge pas d'un pouce, elle a plutôt vécu à Marrakech, donc en plus, il y a rien qui se passe dans son corps. Mais le deuxième problème, on a eu un petit sujet de micro, donc je vais reprendre à la question que je posais à Mounia, qui va être du coup un peu abrupte dans l'enregistrement, qui était Mounia, mais pourquoi t'as arrêté ce métier de VC où tu gagnais plein d'argent et en fait t'étais en plus je crois assez épanoui, je crois pas que ça soit fini en guerre avec Isaïe ou quoi que ce soit, donc qu'est-ce qui se passe à ce moment-là, comment tu te sens, qu'est-ce qui te pousse à changer complètement de vie en fait? Je l'avais pas trop anticipé. En fait, ce qui s'est passé, c'est que bien avant, même un peu avant de rejoindre Isaïe, j'ai plongé dans le dev perso. Donc j'ai vu la première fois de ma vie que je vois un coach, un psy, ça change ma life, quoi, personnellement, quoi, je veux dire. Et je vois j'ai un effet waouh. Et ça me passionne. Mais au début, je me dis pas du tout que je vais en faire un métier parce que j'adorais le VC. Chez Isaïe, ça se passait hyper bien et ça s'est passé hyper bien jusqu'au bout. D'ailleurs, je leur fais un bisou à l'équipe d'Isaïe. Donc, c'était pas ça du tout, mais je commence à vraiment me passionner. Et au début, je prends pas ma passion au sérieux. Je me dis, bon, je suis pas la première ingénue à avoir eu tellement d'effets positifs suite à un coaching que j'ai envie d'en faire quelque chose. Mais quand même, je décide de me former
mais pour être une meilleure board member et une meilleure investisseuse. Et si tu veux, on sait tous quand on a été au board des boîtes, quand on a accompagné plein d'entrepreneurs, que le truc qui se joue, qui fait la réussite d'une boîte ou pas, c'est l'humain. Et puis on se dit beaucoup, à l'expérience, on va commencer à sentir. Et moi, je me suis dit, avec ma casquette peut-être d'ingénieur, non, je vais aller le factualiser un peu. Bien sûr que l'expérience est utile, mais factualisons un peu ça. Et donc, c'est pour ça que j'ai voulu me former au coaching à la base. Et donc, pas du tout de velléité de quitter le VC. Et en fait, ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est que je suis partie à la fin de ma formation de coaching, etc. Je suis partie en congé mat pour mon deuxième enfant. Et le congé mat, c'est un espèce de truc où pendant quelques mois, tu es occupé à autre chose, donc ça remet l'église au centre du village. Et si tu veux, en revenant de mon congé mat, pour moi, c'était clair et net. Si tu veux, cette formation et cette surconsommation de coaching et de dev perso ont eu quand même des effets extrêmement positifs quand on dit que ça a changé ma vie. C'est que avant, j'étais complètement empêtrée dans, si tu prends la pyramide des besoins de Maslow, du coup, voilà, il y a les besoins de base, sécurité physiologique et tout, puis après, tu as les besoins d'acceptation, de reconnaissance, et après, tu as le besoin de sens. Et moi, si tu veux, j'étais complètement empêtrée dans mes besoins de reconnaissance, etc. Donc, en fait, en travaillant beaucoup sur moi, j'ai réglé un peu, même si c'est jamais du 100%, mais j'ai franchi un énorme cap sur mes besoins de reconnaissance et d'acceptation. Et du coup, je me suis retrouvée, c'est la première fois de ma vie que je rencontrais mon besoin de sens. Et si tu veux, très très vite, le sens profond du métier d'investisseur, c'était pas pour moi. Donc autant mon quotidien de VC, il cochait plein de cases, c'est pour ça que j'étais très épanouie, parce que en vrai, ça ressemble sur beaucoup d'égards au quotidien de coach. D'ailleurs, c'est les mêmes profils que tu rencontres. Complètement, et j'adore. D'ailleurs, c'est pas un hasard si finalement je coach les mêmes personnes. C'est pas juste un rationnel business de dire c'est mon réseau. C'est vraiment une énergie qui m'a toujours, depuis le début de ma carrière, qui m'a toujours énormément stimulée. Mais donc voilà, donc je me dis le sens profond du métier, en fait, j'en ai rien à cirer. Mais je suis pas tout à fait prête à quitter. Mais congé mat fait que tu reviens avec un regard neuf. Et je me souviens que le matin où je suis revenue de mon congé mat, c'était en octobre 2019. À 9h du mat, dans l'ascenseur, je me disais, bon, ok, tu feras pas ça toute ta vie, mais tranquille, ton gosse dort pas, on est en train de lever un nouveau fonds, t'adorais ta vie avant, tranquille, tu vois. Et je m'étais dit même, tu prends 0 décision, donc on est en octobre 2019, je me dis, tu prends 0 décision avant juin 2020. Et en fait, à 14h, j'étais dans le bureau de Jean-David Chamboredon, donc le patron d'Isaïe, pour lui dire, en fait, je veux me casser. Et même au début, les discussions entre nous, c'était non, mais reste avec moi en 2020, monte ton truc tranquille, tu veux faire du coaching, ça va prendre du temps, on peut trouver un deal où tu machin. Et en fait, ce que j'avais pas compris, et je le dis maintenant pour rigoler, j'avais pas compris que le besoin de sens, c'est un besoin. C'est pas cool, j'ai besoin de sens. C'est un besoin comme manger, comme dormir. Enfin, c'est très très basique en vrai quand tu es vraiment confronté. Et moi, mon besoin de sens, il me disait non, j'ai besoin d'aller ailleurs. Et donc voilà, j'ai monté 108 milliards à ce moment-là. Et comment tu as fait pour dépasser le... alors justement, c'est vrai que ce besoin de reconnaissance, peut-être ce besoin même d'acceptation. Parce que, comme tu dis, tu as toujours été une très bonne élève, tu as fait une école d'ingé, tu étais un peu dans les premières de classe. Le métier de VC, c'est le métier... alors, c'est cool parce que c'est l'innovation, etc. Donc, on n'est pas en costard-cravate. Mais ça reste des métiers où tu bosses énormément, où tu dois closer des deals, où tu parles de chiffres, tu parles de thunes. Et on te valorise le nombre de millions que tu vas lever, quoi. Donc, c'est vraiment un truc de première classe. Comment tu as fait pour te détacher complètement de ça, tu vois, pour te dire, vas-y, je m'en fous, en fait, du regard des autres. Je vais devenir coach, les mecs doivent se dire un peu, ah, super, Mounia, mais en fait, peut-être ils se disent, elle est un petit peu allumée, elle va se planter, et puis dans 2 ans, elle revient. Alors, tu vois, t'as fait comment pour ça ? Alors déjà, je me suis pas complètement détachée. D'ailleurs, tout ce que tu décris de super Mounia, je l'ai vécu en vrai. Je me souviens d'un anniversaire d'une amie où il y avait que des start-upers et tout à l'anniversaire. Et à un moment, il y avait carrément même un attroupement autour de moi. Et les gens prenaient une moue en mode, mais tu vas devenir coach, mais genre limite. Et donc il y avait vraiment cette incompréhension de dire mais elle est tombée sur sa tête, bon elle fait sa crise de la 35e, les meufs elles reviennent de congé mat, elles se prennent quelques années et puis ouais, elle va revenir. Il y a même un ami qui est patron d'un fonds et qui voulait me convaincre de le rejoindre donc quelques mois plus tard, donc j'avais quitté Isaïe, j'avais lancé mon truc et tout, et qui m'a dit mais Mounia, mais à un moment tu vas en avoir marre de tes trucs de méditation, tu vas vouloir revenir à un vrai travail. Et je lui dis mais déjà je fais du coaching, c'est pas de la méditation, même si j'adore la méditation. Et puis, c'est un vrai travail, en fait. Donc, pour te dire, j'ai vécu qu'est-ce que c'est que ces délires. Et c'est là où en tout cas, dans mon cas personnel, je dis pas que j'ai été portée par un besoin profond que je ne pouvais pas contrôler. Qui est, en fait, c'est là où je dois aller. Et j'ai réussi parce que je me faisais coacher, que je m'auto-coachais énormément. En fait, j'ai été la première bêta-testeuse de la méthode 108 milliards. Hein. Tout ce que j'ai transmis ensuite aux gens, je me suis appliqué à moi. En fait, j'ai réussi à m'auto-coacher
pour me dire tout ce que tu as développé comme compétences avant, comme savoir-faire, comme savoir-être, etc., utilise-les pour ton truc. Donc, typiquement, par exemple, moi, dès le début, je me suis dit, en fait, je monte un business de coaching. Je veux bien gagner ma vie avec, parce que une stat qui est intéressante, dont tu parlais, tout le monde dit qu'il est coach et tout. On ne comprend pas pourquoi, parce que la plupart des coachs ont du mal à vivre de leur activité. Oui, c'est ça. En fait, en réalité, toi, tu es plutôt dans le top 5%. La grande majorité des gens, soit ils vivotent en galérant pour trouver des clients, soit ils n'en trouvent pas du tout, quoi. Mais complètement. Et puis, quand leur chômage s'arrête, ils reprennent des missions d'autres choses. Ils reprennent un vrai travail. Voilà, exactement. Donc, et moi, dès le début, je me suis dit, en fait, je monte un business. Je ne suis pas en train de faire ça. Et donc, je me suis vachement auto-coachée et fait coacher par rapport à ça. Et je m'étais fixé des objectifs. Donc, si tu veux, tout le côté business VC, c'est là où, en fait, ce que j'invite les gens à faire, c'est de voir qu'il y a une cohérence énorme dans leur chemin de vie, dans leur chemin de carrière. Donc, c'est pas du tout de jeter « Ah, bah ça y est, j'étais VC, je deviens coach » et ça n'a rien à voir. La preuve aujourd'hui, c'est que je coach les mêmes personnes, je suis dans cet environnement que j'adore, sauf que maintenant, j'y suis à la place où je me sens alignée. Avant, si tu veux, même si de l'extérieur, tout était machin, je me sentais pas à ma place. No matter how hard I tried, je me sentais pas à ma place, tu vois. Et je veux dire, en fait, l'environnement, il était super pour moi, mais j'étais pas à la bonne place. Je sais pas si je réponds à ta question. Si, complètement. Non, mais ce que je comprends en tout cas, et c'est une discussion que j'avais avec Hugo Manoukian, je sais pas si l'épisode sera déjà sorti quand on sortira le tien, mais qui parle du sentiment de vide après l'exit, où il a sorti lui pour juste ils ont vendu la boîte plus de 30 millions d'euros, et il est sorti de sa boîte en 4 mois, donc c'était d'une brutalité en fait vraiment importante. Et lui, il me dit, pendant 3 ans et demi, j'ai erré en refusant le vide parce que j'avais besoin d'avoir une identité, j'avais besoin de me sentir utile, et du coup je forçais à faire des projets dans tous les sens pour exister, alors que en fait j'avais pas ce drive, en fait, ce que tu viens de décrire, c'est-à-dire ce besoin de sens qui c'était pas, il était là, mais il n'était pas réveillé par quelque chose, il n'y avait pas un appel qui était là, et du coup il avait pas l'énergie en fait pour faire les choses, du coup il était complètement perdu, enfermé dans le regard des autres, dans son propre regard de j'ai besoin d'être performant, j'ai besoin d'être actif, j'ai besoin de réussir en permanence. Et donc ce que tu dis, je trouve que ça fait sens, c'est ça, c'est que toi c'était un appel, c'était plus fort que toi, et donc tu ne pouvais pas ne pas réussir quasiment, quoi. J'aurais adoré, des fois je le dis, j'aurais adoré, tu vois, quand par exemple les discussions même avec mes anciens camarades d'Isaïe, c'était reste avec nous quelques années, monte ton truc à côté tranquille et continue à bosser pour nous et tout, en termes rationnellement, c'est parfait. J'aurais adoré pouvoir dire oui à ça, mais je pouvais pas. C'était physique. Ouais, je sais pas ce que c'était, mais c'était plus fort que moi. Et alors, c'est ça, du coup, la distinction, selon toi, entre le bon et le mauvais coach, ou en tout cas, entre ceux qui réussissent et ceux qui réussissent pas, c'est qu'aujourd'hui, quand même, on peut parler d'effet de mode. Ouais. Alors, je sais pas si c'est un effet... on peut parler d'effet de mode, mais quand on voit, par exemple, les chiffres aux États-Unis, on se dit, ça reste extrêmement anecdotique. Donc, je pense que là, c'est plus qu'un effet de mode, je pense qu'il y a une tendance de fond. Et après, moi, bon, attention, je suis archi picousée, moi, je sais pas combien j'ai de coach, à titre perso, donc voilà. Moi, j'en suis même à un point où je me dis comment un être humain peut vaquer à sa vie sans sparring partner, quoi, sans cette petite acolyte qui t'aide. Et donc, ma vision, même du coaching de manière générale, c'est juste au-delà de la personne que tu vas choisir, il y a une réunion dans ton agenda dont le thème, c'est ma life. Et de se dire, ta life, c'est comme une entreprise, c'est comme un projet, il y a plein de choses dedans, il y a plein de départements, il y a plein de choses. Et de se dire que déjà, dans mon agenda, j'ai un temps, j'ai une énergie qui est allouée à ça, c'est déjà énorme. Donc, je ne pense pas que ce soit juste un effet de mode, je pense que c'est une tendance de fond. Et qu'on n'est qu'au début, et que même, je vais aller plus loin, c'est un peu basique ce que je dis, mais il y a beaucoup de métiers aujourd'hui qui vont complètement changer, qui vont nous permettre de gagner du temps, notamment grâce à l'IA, etc. Enfin, je rigolais avec un des CEO que j'avais accompagné chez Isaïe. Il me dit, maintenant, il s'est vachement formé à l'IA comme tout le monde en ce moment, mais il me disait, quand je vois mon quotidien de CEO d'il y a 6 ans, en fait, 80% de ce que je faisais au quotidien, maintenant, ça me prendrait 1 heure de le faire. Donc, ça change son truc, et ça ne veut pas dire qu'il ne va pas bosser à fond, mais il va bosser différemment. Et dans ce truc-là, moi, je pense que se poser et mettre de la clarté dans là où je vais, ça va encore prendre plus d'ampleur. En fait, un peu ce que tu dis, c'est... il y a eu l'époque de l'électricité, enfin, tu vois, en gros, de l'industrialisation de l'électricité. Il y a eu l'époque de l'hygiène. Et maintenant, aujourd'hui, il y a l'époque de la conscience de soi. Mais de ouf. Et je pense qu'on est qu'au début, et je trouve que c'est génial.
L'image, moi, que j'aime bien dire, c'est notamment avec les neurosciences, avec la psychologie comportementale et cognitive. Donc ça, c'est vraiment les bases théoriques sur lesquelles j'ai développé la méthode 108 milliards. Moi, j'ai rien inventé. J'ai juste pris des choses que les neurosciences savent depuis 50 ans et je les ai formalisées de façon comestible, si tu veux. Mais ces trucs-là, pour moi, c'est comme apprendre à lire et à écrire cerveau. Et dans mon chemin personnel, moi, avant de comprendre ces bases-là, quand il m'arrivait un truc, déjà, je pensais que je subissais la vie. Quand il m'arrivait un truc qui me plaisait pas, limite j'étais une victime, tu vois, j'avais pas de chance, ou j'essayais de trouver des raisons. Alors aussi, en plus, après, tu peux te perdre dans des trucs de psychanalyse pendant 10 ans, où tu sais pas trop quand ça commence, quand ça s'arrête, de pourquoi il m'arrivait ça, et qu'est-ce qui est mon papa, ma maman, enfin, un moment, voilà. Et puis, se dire, je comprends qu'il y a un lien entre mes pensées, entre ma vision du monde, ce que je ressens, qui est une courroie de distribution, ce que je fais, et en fait, les résultats qu'il y a dans ma vie viennent pas de nulle part. Ça te fait pas de toi un super-héros. Mais tu mets de la cohérence. Moi, c'était le premier truc, ça a allumé les lumières. L'image que j'adore donner, c'est tu te baladais, je sais pas, dans New York, tu sais ni lire ni écrire, tu sais encore moins parler anglais, t'es paumé, c'est compliqué. Puis à un moment, tu apprends à lire et à écrire et tu piges l'anglais. Mais... Voilà, après, il faut quand même aller là où tu dois aller et faire tes trucs, mais c'est quand même autre chose. Donc c'est pour ça, pour moi, ça c'est une révolution autant que se laver les dents. Ouais, je suis d'accord, c'est clair, on la sent. Ouais. Après, sur bon ou mauvais coach, en fait, ce que je déplore, et je vais pas, c'est que il y a, notamment en France, il y a énormément d'écoles de coaching, de formation qui s'en tiennent à de la théorie. Et la théorie, ça fera jamais de toi. Tu peux apprendre les outils, tu peux apprendre machin, ça fera jamais de toi un bon coach. Et ce que je vois, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui se disent coach, en fait, qui font pas le job sur eux. Moi, là, j'ai commencé on a lancé des premières formations de coach 108 milliards pour augmenter notre communauté de coachs formés à qui on peut envoyer des clients et tout. Et je leur dis, moi, je vous apprends, je crois beaucoup à ma méthode et à ce que je leur apprends. Donc, je suis pas en train de... Mais je leur dis, mais ça, on s'en fout. Votre seul outil, le vrai outil, c'est vous-même. C'est ce que vous allez faire traverser en vous comme prise de conscience. Tu disais la révolution de la conscience de soi. Tout ce qu'on est en train de faire, c'est de rendre l'inconscient conscient. Et on a plein de méthodes pour faire ça. Enfin, il y a plein de chemins. Il n'y a pas que d'ailleurs que le dev perso ou que le coaching. En thérapie, tu peux avoir ça. Enfin, tu as plein de choses. Mais le game, il est là. Et de se dire, si ces gens-là ne font pas ce job de manière vraiment approfondie et authentique, ça peut pas être des bons coachs, en fait. Et typiquement, moi, il y a un sujet qui m'éclate, c'est tous les gens qui se lancent dans ce métier et qui ne voient pas le volet. En fait, je suis en train de monter un business. Même si c'est peut-être un petit business. Ils ont envie d'aider les gens, mais ils ont peur de l'argent, quoi. Mais ouais. Et comme par hasard, ils vont attirer à eux des clients qui ont une relation à l'argent qui est pourrie. Et comment tu veux les aider alors que toi, t'as même pas fait le job, t'as même pas traversé le truc. Et traverser, ça veut pas dire j'ai craqué et que maintenant je fais 500 000 balles par an. Non, c'est pas ça. Mais c'est au moins je me suis fixé des intentions et je me suis confrontée au problème. C'est ça le truc. Donc, évidemment, après, il y a plein de gens formidables. Il y a quand même ce sujet, je pense que... Pourquoi est-ce que beaucoup de coachs ne prennent pas à bras-le-corps le sujet, en fait, je suis un entrepreneur et je dois monter mon business. Et il n'y a pas encore aujourd'hui beaucoup d'entreprises qui te proposent d'être coach et d'être salarié, etc. Parce qu'à la limite, on pourrait dire tout le monde n'est pas obligé de monter un business de coaching, etc., bien sûr. Mais il se trouve qu'il n'y a pas... C'est des gens qui, en général... Enfin, en tout cas, là, j'enfonce des portes ouvertes, mais qui ont quitté le salariat, qui ont quitté parce qu'ils veulent aussi être libres, être autonomes, etc. Le coaching leur a fait goûter aussi à un truc, un goût pour construire sa vie, être acteur de sa life. Mais ils prennent pas ce sujet énorme à bras-le-corps. Et comme nous tous, on se ment à nous-mêmes. Mais ouais, en tout cas, je comprends ce que tu veux dire. Moi, ce qui parfois me dérange, je dirais, c'est et je pense que c'est pas, tu vois, moi-même, je me dirais pas, alors j'aime bien aider des gens, etc., mais je me dirais pas, je vais devenir coach, parce que je me dis, j'ai pas, un peu comme j'ai arrêté d'être manager, tu vois, j'ai commencé à manager, j'avais 27 ans. Non, plus jeune que ça, je devais avoir 25 ou 26 ans, tu vois, bref. Ouais. J'ai fait ça pendant 4 ans à peu près, ouais. Et là, après, sur le bout de travail, j'avais une petite équipe. Ouais. Mais si tu veux, mon play au début, c'était de devenir directeur commercial. Donc, je suis allé jusqu'à avoir une dizaine de sales sous moi. Ouais. Mais je me disais, déjà, je prenais pas de plaisir. En fait, ça me gonflait. Et j'ai l'impression que moi-même, je ne nourrissais pas mon besoin d'apprentissage, tu vois, un peu. Et du coup, c'est un peu la même chose avec le coaching. C'est-à-dire que moi, par exemple, j'adore aider des gens, j'adore leur poser des questions, etc. Mais je me dirais que j'ai pas encore l'épaisseur humaine pour pouvoir... tu vois, dans le coaching, il y a évidemment tout ce que tu peux parler de hard skills. D'ailleurs, toi, c'est le fondement de ta méthode. C'est-à-dire, tu avais vraiment formé en neurosciences,
sur comprendre comment il fonctionne le cerveau. Et c'est ça qui te rend unique, c'est qu'en plus, tu as un profil de scientifique, à bosser en VC, très ingénieur, mêlé à toute cette spiritualité et tous ces trucs que tu as naturellement en toi par ta culture, par tes intérêts. Voilà. Donc ça fait un cocktail unique qui fait que, effectivement, je pense que tu es dans les 5%. Mais il y a beaucoup de gens qui deviennent coach, en fait. Les gars, ils ont suivi, 10 heures de formation, je sais pas où. Ils savent poser des questions, c'est bien, mais ils vont pas appuyer au bon endroit. Ils ont peut-être pas de recul sur tout un tas de sujets qui sont autres que peut-être un micro-sujet professionnel. Non, mais je sais pas. Alors, il y a plein de choses dans ce que tu dis. Déjà, le côté de j'ai pas l'épaisseur de... Tu peux... Enfin, en gros, par exemple, personnellement, je me suis déjà fait coacher par des gens qui n'étaient pas des super coachs, en tout cas qui étaient encore assez inexpérimentés. Et la session a été géniale. Donc, à un moment, moi, quand les gens me disent est-ce que machin c'est un bon coach, j'aime bien lui dire demande-toi d'abord si toi t'es un bon client. Parce qu'en vrai, le coach, il peut être extrêmement utile si toi t'es vraiment dans un moment où il va juste poser la petite question. Moi, je sais que cette année, il y a quelqu'un qui m'a posé une question au bon moment et c'est une question en fait, une fois qu'on l'a, regarde, elle est bateau, elle est simple, mais sur le moment, c'était la question à $100 quoi. Enfin, elle était, tu vois, $10 000. Ouais, elle dit je sais pas combien, mais en tout cas, c'est un business Mounia, merde. J'avoue. Nous sors pas putain $100. 100 roupies. 100 roupies. Faut rester humble. Mais tu vois, donc il faut arrêter avec je veux absolument voir les meilleurs coachs, machin. À un moment, tu te dis, tu vois, parce que. Est-ce que je me laisse coacher déjà, en fait, c'est ça? Mais oui, mais si, moi, je sais que par exemple, dans ma vie, voilà, il y a des coachs qui n'étaient pas si bons que ça, surtout quand je me suis formée, j'ai vu un peu leurs faiblesses et tout ça, mais ils ont changé ma life et j'ai beaucoup de gratitude pour eux. Donc, il faut pas. Tu vois, il y a un système aussi et on fait le client fait énormément partie du système. Donc, il faut pas juste chercher le sauveur. Un coach, il va pas te sauver. Donc, c'est une interrelation. Mais c'est comme manager, tu te dis, bien sûr, il faut que je recrute des gens très bons, mais si je sais pas les driver, ça va rien donner. Et... Donc, c'est pareil un peu, tu vois. Donc, ça, voilà, sortir un peu de ce mythe-là. Et après, tu dis, oui, il y a des gens qui ont fait des petites formations et qui machin. Moi, ce que je dis aux gens que je forme, déjà, justement, que je trouve, et encore une fois, j'ai rien inventé, donc je le dis en toute humilité, que les bases de psychologie comportementale et cognitive, c'est archi puissant et que c'est un peu apprendre à lire et à écrire cerveau. Et donc, le problème de certains coachs, c'est qu'ils vont multiplier les formations. J'appelle ça, avec mes copines, on dit avoir la formatite aiguë. Voilà. Mais ils ont pas le... Imagine, tu lis plein de livres alors que tu sais pas lire. Ils n'ont pas la base, quoi. Voilà. Et donc, moi, je trouve que les gens que je forme, en tout cas, moi, quand je leur dis, mais je vous invite à aller faire d'autres formations après la formation 108 milliards s'il y a des choses qui vous appellent. Mais je trouve que apprenez à lire et à écrire. Et qu'avec ça, vous allez déjà pouvoir bien coacher les gens. J'aime bien rigoler, leur dire, un des outils de la méthode 108 milliards, ça s'appelle le téléchargement de pensée. Consiste à écrire et après, voilà. Je leur dis, mais convainquez-vous dans un premier temps que vous pouvez coacher n'importe qui sur n'importe quoi avec un bon téléchargement de pensée des familles. Et c'est juste pourquoi? Parce que t'as pas besoin d'avoir une épaisseur de vie de malade, c'est juste t'as besoin d'être hyper structuré dans le miroir que tu renvoies à l'autre. Tu m'as dit ça, toi tu le prends pour une vérité, en fait c'est pas un fact. Quels sont les facts? Quelles sont les histoires que tu te racontes là-dessus? Donc ça, tu suis la méthode. Là, c'est hyper puissant. Et c'est vrai que là, je suis assez agréablement surprise de voir les premiers qui ont commencé leur formation en janvier, donc on n'a même pas fini, et qui ont déjà des changements de ouf dans la façon dont ils accompagnent les gens, leurs clients qui sont très contents, qui ont des effets waouh. Tu vois, moi, il y a des gens qui me disent, maintenant avec les années, je peux même le dire quand je parle à un nouveau client, je lui dis, attends-toi à un effet waouh au bout de quelques sessions, si tu l'as pas, il faut qu'on en discute. Mais c'est pas moi, c'est la méthode, si tu veux. Et je vois des jeunes coachs obtenir ces effets waouh avec les gens. Donc, je veux dire, apprendre à lire, à écrire, c'est déjà énorme, en fait. Maintenant, est-ce que, du coup, après, j'ai besoin d'aller voir des coachs? Après, tu rajoutes d'autres choses dedans. Et typiquement, moi, je sais que je ne fais pas que coacher mes clients, je suis leur sparring partner. Et donc, typiquement, en tout cas pour ceux que j'accompagne personnellement, qui sont des CEO de boîte et tout ça, le fait d'avoir été VC, entrepreneur de toutes les expériences de vie. Ça te rend crédible. Et ça me rend crédible. Puis du coup, on a des discussions à un certain niveau qui vont peut-être pas avoir avec d'autres personnes. Donc après, il faut aussi, si tu cherches juste quelqu'un qui va t'apprendre à te coacher, on s'en fout. Être un bon coach, c'est avoir la bonne formation. Toi, ce que tu dis, c'est faut avoir la bonne formation sur la compréhension du cerveau, être capable de faire un bon miroir et d'aider les gens à avoir les bonnes pratiques. Voilà, tout simplement. Et après, il y a des niveaux de coach, comme il y a des niveaux de sportifs, quoi. Mais même, je dirais, il y a des niveaux de coach, etc. Mais il y a aussi, déjà, un bon coach, s'il a cette base-là, c'est super. Mais maintenant, tu vas aller aussi chercher... En fait, quand tu travailles avec un coach, tu vas aussi chercher de l'énergie, de l'inspiration. Moi, je sais que ce que je donne à mes clients, la méthode, maintenant, c'est OK, on fait ça en quelques semaines, c'est bon, c'est réglé. Pourquoi les gens ils restent avec moi 1 an et demi, 2 ans, et même quand je leur dis c'est bon là, ils me disent non, je continue. Bah, déjà, ils me disent, Mounia, c'est le créneau dans ma semaine où je me remets les idées en place, tu me le touches pas. Parce que quelque part, ils savent que s'ils n'ont pas
rendez-vous avec quelqu'un, ils vont se ghoster eux-mêmes, tu vois, à la limite, voilà. Et le deuxième élément, c'est que parce qu'on a d'autres discussions. Et c'est là où moi, ce que je dis, donc la première étape que je dis aux coachs que je forme, les jeunes coachs, c'est voilà, les bases. Apprenez à lire et à écrire et soyez un miroir de cette lecture aux gens. Et vous faites un boulot exceptionnel à ce niveau-là. Deuxième chose, quand vous allez sentir, comprendre que, limite, je sais pas ce que je fais, je discute avec les gens. Et à la fin du mois, ils ont envie de m'envoyer de l'argent. Je sais pas. Et on revient même maintenant, on va aller sur le mot coach, qui en ce moment, justement, comme il est à la mode, il est galvaudé, etc. On a besoin de se définir, tu vois, c'est compliqué. Mais moi, quand je me suis lancée au début en tant que coach, en plus, j'avais des discussions avec une autre copine qui se lançait aussi en tant que coach. Franchement, on a eu des débats pendant des heures sur il faut pas qu'on s'appelle coach, parce que ce mot, il est trop mal connoté, machin. Et donc, on a brainstormé sur attends, on va s'appeler, mais des trucs complètement inspiratrice de conscience. Ouais, c'est comme quand tu les vois, les signatures de start-up, product guru, product ninja. T'es CPO, t'es head of product. Tu es ingénieur, quoi. Ouais. Voilà, c'est ça. Moi, j'aime bien les trucs. Maintenant, je dis plain and vanilla. Hein, ça. Mais bon, donc je suis tombée dans ce rabbit hole de dire il faut pas s'appeler coach parce que c'est galvaudé, etc. Et puis à un moment, heureusement que je suis pragmatique, je me dis pour l'instant, je vais m'appeler coach et puis on avisera. Mais en fait, finalement, une fois que t'en as rien à cirer. C'est juste un mot. Oui, et la réalité... Le regard de la société, t'as qu'à être un bon coach et en fait, les gens se moqueront pas du fait que t'es coach, quoi. Et en fait, on s'en fout parce que les gens, ils choisissent Mounia. Ils choisissent pas. Toi, tu me dis, mais moi, j'aime aider les gens, mais je veux pas m'appeler coach. Si tu veux. Mais il y a peut-être une modalité qui va te convenir où les gens... Tu sais pas trop ce que tu fais avec eux, tu leur donnes un coup de main, mais tu trouves une modalité logistique, parce que être coach, facturer des sessions, etc., c'est juste une modalité. Ce que je te dis juste, c'est que, et je pense que c'est quand même une question que les gens se posent, c'est qu'en fait, et ce qui est d'ailleurs la différence entre ta trajectoire de vie, parfois, je pense certaines autres, c'est que tu peux pas faire ça juste en voyant ça comme un business. Par exemple, moi, je pense que je pense que je serais un bon coach. Je l'ai déjà fait, j'ai déjà accompagné des gens. Je sais que je pose des bonnes questions. C'est déjà c'est beaucoup du boulot, tu vois. Et je les écoute pas mal. Donc, t'as déjà fait et puis j'ai de l'expérience dans les startups. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut vraiment avoir envie sincèrement d'aider quelqu'un à progresser semaine après semaine, t'y intéresser, etc. Tu vois. Et ça, c'est une énergie dans laquelle je trouve que quand tu es jeune, c'est rare les gens qui vraiment peuvent vraiment, tu vois, je trouve que c'est un peu antithétique ce moteur de construire et le moteur de transmettre un peu, tu vois. Absolument pas d'accord avec toi. Ah ok, d'accord, vas-y. Moi, j'ai eu des gens, tu sais, dans ma première formation de coaching, il y avait une seule personne qui était sortie du bac et qui faisait ça, enfin, c'était ses études, quoi. Moi, je trouve que c'était parmi les 3 meilleurs de la promo. Et il y en avait d'autres. Donc, ouais, le coup, il faut avoir vécu pour machin, c'est pas vrai. Parce que la maturité émotionnelle, elle ne dépend pas du tout de ton âge. Et on le sait, on voit. Enfin, au contraire, moi, ces derniers temps, je trouve que dans nos générations, donc où on travaille beaucoup sur nous, ma phrase en ce moment rigolote, c'est de dire on est les enfants de gens qui n'ont jamais fait de thérapie. Aujourd'hui, dans ma génération, dans les générations qui viennent en dessous, je trouve qu'on a une maturité émotionnelle, en tout cas dans mon cercle, bien supérieure à celle de nos parents. Enfin, clairement, retrouve-toi dans un repas de famille et analyse émotionnellement où ils en sont. C'est des enfants. Nos parents sont des enfants. Exactement. Tu vois ce que... par contre, nos parents, ils ont 50 ans de carrière et beaucoup de choses à transmettre. Donc, je me méfie énormément de ça, notamment dans le dev perso et dans machin. C'est pas linéaire l'expérience que tu as. Il y a des gens qui ont vécu des choses. Parce qu'en plus, c'est quoi ta matière première quand tu es coach ? C'est tout ce que tu as vécu. Quand tu comprends ça. C'est pour ça que moi, les questions de est-ce que tu es coach pro ou coach perso, ça m'éclate de rire. Je me dis, si toi, ça va bien se passer. C'est tout ce que tu as vécu. Bon, mais il y a des gens à 6 ans, je peux t'assurer qu'ils ont déjà vécu en termes d'expérience, de profondeur, mais tu le sais, on a déjà été en contact avec parfois des enfants qui inspirent un calme. Tu vois ce que je veux dire ? Donc en fait, ta réponse est de dire parfois ce sera un bien plus mauvais coach, un mec de 50 ans qui a eu de la bouteille et qui du coup est persuadé d'avoir raison et que toutes ces recettes vont s'appliquer à son coaché et qui va se mettre en mode conseil et qui va pas chercher à résoudre le problème tel que la personne se comprend, versus quelqu'un qui a peut-être même 18 ans mais qui essaye sincèrement de comprendre l'autre et qui a une curiosité et qui va l'aider. Ok. Et après, c'est comme tout. Comme on pourrait aller dans le débat philosophique de est-ce qu'il y a des gens qui sont doués en maths et d'autres qui sont pas doués en maths. Ça, c'est sûr. C'est un mélange de facilité et ensuite dans quel environnement t'as baigné et est-ce que t'as fait des tonnes de maths juste sans faire exprès, machin. Pour moi, le coaching, c'est comme une autre chose. Ça peut être une zone de génie pour certaines personnes ou pas. Personnellement, quand j'ai vu,
Et je l'ai constaté, tu parlais d'énergie, ça me prend une énergie. Moi, j'ai vu que je sortais d'une session de coaching avec bien plus d'énergie que j'en avais en rentrant. Mais ce jour-là, l'équation, elle était pliée pour moi. Ouais. C'était fini. Ok, non, mais moi, je l'ai ressenti aussi. Enfin, globalement, je suis convaincu. Hein, je te pose des questions aussi parce que je trouve que c'est important de se les poser, tu vois, parce que dans toute industrie qui est naissante, parce que c'est une industrie naissante, tu vois, le métier de coach, je pense qu'il existe depuis bien plus longtemps. Il y a toujours eu des psys, il y a toujours eu des façons de se déverser. Hein, mais avant, moi, j'aime bien dire c'était les curés. Ouais, les curés, les prostituées, voilà, plein de choses. Ouais. Mais là, en tant qu'industrie, c'est sûr que c'est l'émergence de quelque chose. Et donc, il y a toujours des abus dans l'émergence. Et puis après, les gens comprennent que qu'est-ce qui est un bon produit, qu'est-ce qui est une bonne voiture, qu'est-ce qui est une voiture foireuse. Ça paraît évident maintenant, ça l'était peut-être pas il y a 50 ans ou 60 ans. Donc, je trouve qu'aussi l'un des autres effets, c'est, et moi je l'ai déjà vécu dans ma famille, c'est d'avoir des gourous. Tu sais, de te retrouver face à un gourou. Donc, je sais plus, un mec qui s'appelle Max quelque chose là et qui fait des vidéos de coaching de vie, tu sais, avec des conseils généraux qui peuvent s'appliquer soi-disant à tout le monde. Et sa cible, c'est plutôt typiquement la ménagère de 50 ans, on va dire, voilà, un peu perdue dans sa life, un peu malheureuse dans son mariage, qui a besoin de guidance et qui du coup va voir ce mec. Et en fait, elle va pas voir ce mec en one-to-one, elle va le voir dans des sessions de coaching collectives où il va sonner des vérités générales et elle va payer toutes les semaines pour pouvoir se lancer à son compte, faire je sais pas quoi. Et en fait, il se passe rien. Tu te rends compte que tout le modèle est fait pour qu'à la fin, elle paye de plus en plus et qu'elle soit accro, quoi, en fait, tu vois. Donc, comment est-ce que, voilà, dans ce cadre-là, comment est-ce que tu reconnais quand c'est un gourou, quand est-ce que le coach n'est plus est vraiment un sparring partner, comme tu dis, mais pas une béquille? Tu vois, comme les psys, hein, il y a des gens, ils font 20 ans de thérapie, ils n'ont pas bougé. Enfin, c'est-à-dire que moi, je connais des gens, je connais quelqu'un de très bien, 20 ans de thérapie, elle se connaît très très bien, par contre, elle n'a pas bougé, hein, parce qu'elle n'a pas bougé émocionnellement. Et puis que, comportement, voilà, exemple, déjà, ou comportementalement. Voilà. Ouais, parce qu'effectivement, le problème, en tout cas, moi, j'ai une passion pour les thérapies les plus récentes. Donc, c'est ce qu'on appelle les thérapies brèves, les TCC, donc thérapie comportementale et cognitive. Maintenant, il y a aussi le MDR pour les cas de trauma et tout. Mais la psychanalyse, etc., à l'ancienne, pour moi, c'est comme si tu me disais, non, j'utilise encore le Minitel, en fait. C'est vachement bien. Tu vois. À l'époque, ça a révolutionné son temps. Mais... Donc, oui. Donc, faire le lien entre le comportement, etc., c'est tellement efficace. Donc, ok. Attends, du coup, oui, les gourous, le machin. Il y a plusieurs choses dans ce que tu dis. Le premier élément, c'est évidemment l'intention. Moi, je me souviens que j'avais fait un jour une formation de vente dans le cadre d'un collectif dont je fais partie qui s'appelle Sidekick. Et donc, le gars nous partageait sa méthode de vente. Et il y en a plein qui, en plus, justement, dans les populations comme ça accompagnant, l'argent c'est sale et je veux pas manipuler les gens. C'est ouh là 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 là, mais ce que tu nous présentes, j'ai l'impression que c'est manipulé. Et j'avais adoré sa réponse. Il a dit les techniques de vente aujourd'hui, ou etc., c'est basé sur tout ce qu'il y a de plus avancé en psychologie, en comportementalisme, etc., etc. Donc, c'est la même chose que le coaching, que la psychologie. Enfin, c'est les mêmes bases théoriques. Et c'est utilisé par les meilleurs coachs du monde, les meilleurs thérapeutes du monde, et par les pires gourous de sectes. On parle même pas juste du mec qui arnaque les ménagères de moins de 50 ans, on parle des sectes, donc des trucs dangereux. C'est les mêmes techniques. La différence, c'est l'intention. Donc, je veux dire, à un moment, quand justement beaucoup de gens comprennent la psychologie du cerveau, c'est là où j'appelle ça apprendre à lire et à écrire, et il y en a qui l'utilisent de manière extrêmement nocive et d'autres qui l'utilisent de manière positive. C'est comme si tu me disais, tout le monde sait lire et écrire, il y en a qui utilisent ce skill pour écrire des magnifiques livres qui inspirent les gens, qui les aident à avancer, et d'autres qui font des fake news, qui font des vidéos à la con, qui écrivent des articles pour déchaîner la haine entre nous, etc. etc. C'est vraiment ça. Et donc, l'invitation pour les gens, parce que moi, je suis un auditeur ou une auditrice, comment je fais la différence? Eh bien, si toi, tu sais lire et écrire, si tu développes ton esprit critique et que surtout, tu te connectes à la part adulte de toi. Moi, ce que j'ai aimé dans le coaching, c'est que je m'adresse à la part adulte de toi. Je m'adresse pas à l'enfant qui est victime. Ça, à la limite, peut-être on fait peut-être plus en thérapie et c'est super, c'est important. Mais moi, limite, la façon dont je vais adresser la part enfant de toi, c'est en t'invitant toi. Je vais te donner les outils pour que toi, tu prennes soin de ton enfant intérieur. Mais je vais pas aller là-dessus. Donc, je considère que tu es le plus grand expert de toi-même, déjà. Genre, je peux tout savoir sur le monde entier. Tu connais beaucoup plus de choses sur ce qui est bon pour toi que moi. Ça, c'est très important. Et du coup, si toi, en tant qu'auditeur, en tant que coaché, en tant que machin, tu es connecté à cette part adulte, tu te fais pas avoir. C'est la même discussion qu'on a sur aujourd'hui les médias. Comment est-ce qu'on inculque à nos enfants ou à nous-mêmes
cet esprit critique pour pas avaler des fake news en permanence. C'est la même chose. Ouais, je comprends. De toute façon, développer l'esprit critique et tous ceux qui vont essayer de t'imposer leur vérité plutôt que d'essayer de t'aider à découvrir la tienne, ça marchera pas. Et ChatGPT, tu vois, alors moi j'utilise beaucoup, alors je me suis fait un prompt, et c'est un peu le prompt qui tourne dans l'écosystème de tous les patrons de start-up ou de PME. Plutôt de start-up on va dire, qui est le prompt de tu coaches un CEO, tu dois être hyper direct, clivant, ne retiens pas tes mots et va direct là où ça fait mal, quoi. En gros c'est ça le prompt. Et effectivement moi de temps en temps je l'utilise et je trouve que c'est vraiment pour des coachings express, c'est de très bonne facture, tu vois. Complètement. Et moi je l'utilise aussi beaucoup, enfin ChatGPT ou d'autres, moi aussi j'ai mes trucs et tout, mais ça n'a rien à voir. Pour moi c'est des compléments et ça ne remplace pas. Alors, pour plusieurs raisons. Déjà, même si tu le promptes et que tu... Parce que déjà, voilà, une consigne, moi j'avais fait un post LinkedIn même là-dessus en disant utilisez-le, mais utilisez-le intelligemment. Il y a plein de gens qui ne font pas ça. Varie tes prompts. Et même fais-toi plusieurs dossiers avec des infos et des directives différentes, des personnages différents. En fait, utilise ChatGPT pour organiser limite un débat de plusieurs coachs différents sur ta problématique. Tu vois ? Mais fais gaffe parce que aujourd'hui, les IA sont telles que elle s'adapte à ce que tu as envie d'entendre. Et même toi, la façon dont tu vas poser les questions et la façon dont tu vas prompter, on ne sait pas ce qu'on ne sait pas. Par définition, ce qui est inconscient pour nous est inconscient. Donc, c'est-à-dire que tu n'iras pas dans tes angles morts. Tu iras dans les trucs qui sont OK, qui t'aident sur le moment, mais tu vas pas aller dans les vrais sujets qui fâchent. Les sujets qui fâchent, tu vas jamais y aller avec ChatGPT. Ça, j'en suis certaine. Par contre, l'utiliser comme ça et emmener ce que tu as fait avec ton IA à un humain, ça c'est génial. L'humain, ce qui est génial, c'est qu'il n'est pas parfait. Il va pas essayer de s'adapter, même s'il voulait s'adapter à toi, parce qu'on essaye en vrai, il va pas savoir le faire. Donc il va te poser la question qui n'était pas prévisible, qui était rationnellement pas logique à te poser à ce moment-là. C'est ça la magie du truc. Et l'autre élément, et c'est pour ça, moi tu disais, en ce moment je suis beaucoup plus à accompagner les gens aussi avec une ouverture, on va dire, on utilise le mot spirituel, même si je sais pas si c'est le bon mot, mais il y a un truc de l'humain. Je sais pas comment l'expliquer. Et même, tu vois, moi j'ai eu un débat avec sur mon podcast, j'ai invité une épidémiologiste qui étudie donc les stats de la santé mentale, mais de l'ordre tendanciel sociétal. Elle disait, le remote, etc. Elle l'explique pas plus que ça, mais le fait de se voir, de se toucher, de se serrer la main, même si on passe notre vie en visio et qu'on se sent très connecté pour machin. Donc, il y a aussi un truc inexplicable dans la relation. Et moi, my two cents, c'est qu'on va de plus en plus utiliser les IA. Et ça va... Enfin, moi, clairement, je suis en train de voir comment... parce que nous, on a pas mal de frameworks qu'on met dans les mains de nos clients. Tu sais, le projet Wave, qui était Adrien Falcon, qui était un super top cadre, DG de Deliveroo France, et qui a fondé ça. Alors, malheureusement, ça a arrêté. Hein, je sais que ça a arrêté. J'ai beaucoup échangé avec lui, mais... Alors, plusieurs choses. Bon, après, c'était ChatGPT, en gros. C'était coach IA qui voilà. Il y a eu un contexte aussi de cette boîte-là et tout, mais on peut se dire des waves potentiels, il pourrait y en avoir qui marchent. Moi, on en avait discuté d'ailleurs à l'époque avec Adri, moi, mon pari, c'est plutôt de le mettre dans les mains des coachs pour les rendre meilleurs. Parce que par exemple, moi, à l'époque, donc Wave existait encore, j'avais pas mal de clients qui avaient Wave en parallèle de moi. Et je leur disais, mais pourquoi tu... Ils me disaient, ouais, mais Wave, je le ghost. Je veux dire, j'ai rendez-vous, j'ai un créneau dans mon agenda pour m'auto-coacher avec une IA, j'y vais pas en fait. Parce que le sujet aussi, le gros sujet de la relation humaine, c'est j'ai rendez-vous avec mon IA, donc j'y vais. Bien sûr. Donc voilà, pour résumer, je pense que c'est excellent et j'encourage les gens à l'utiliser, mais l'utiliser de manière intelligente et ne pas croire que ça remplace. Parce que tes angles morts... Tu n'iras pas les chercher. Mais bien sûr que non. C'est ok, je comprends. Et toi, Mounia, qu'est-ce qui, toi qui fais beaucoup de boulot, hein, tu vois, on va en parler peut-être après, ça m'intéresse aussi de comprendre par qui tu te fais coacher et pourquoi, qu'est-ce que tu vas tacler aujourd'hui. Mais qu'est-ce qui aujourd'hui est encore douloureux ou inconfortable pour toi? Des tonnes de choses. On a beaucoup parlé du moteur de contrôle au début. J'en ai parlé un peu comme si ça y est, machin. C'est un long chemin. C'est un très très long chemin. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Moi, j'ai un truc très très profond. Enfin, ma blessure existentielle, si tu veux, dans ma vie, c'est que le bébé que j'ai été, après là c'est l'histoire que je me raconte aussi, mais bon on va y aller, le bébé que j'ai été, je pense n'a pas été convaincu de l'amour inconditionnel de sa mère. Alors pour le coup, au niveau du père, amour inconditionnel, mais ma relation avec ma mère, je pense qu'à la base elle s'est construite sur est-ce que je suis aimée? Et j'ai fait thérapie, tout ce que tu veux pour comprendre et tout, mais comprendre ça ne suffit pas toujours, tu vois. Et ce truc là déjà, ça a quand même eu un impact de malade. Enfin moi on disait première de la classe. Moi, j'avais le syndrome de la première de la classe, tout nickel. Et je pense que ma stratégie de survie
en tant qu'enfant, parce que les enfants sont très adaptables. En fait, déjà, il faut comprendre qu'un enfant, être aimé, c'est une histoire de survie. Hein. C'est pas une histoire de c'est cool. C'est pour ça que tous les petits bébés de toutes les espèces animales sont hyper mignons. Moment, mais voilà. ils ont une grosse tête, des yeux globulés, parce pour pouvoir accepter que quand ils te hurlent à la race pendant des heures, tu vas pas le jeter par la fenêtre. Exactement. Tu vois le truc. Donc, vraiment, Et donc, moi, je pense que ma stratégie de survie qui a déterminé peut-être mes 30-35 premières années de vie, c'est la première de la classe. Regarde maman comme je suis parfaite, aime-moi. Sauf que l'amour, ça ne se mérite pas, ça se donne. Donc, si tu veux, tout ça. Et puis après, il y a eu plusieurs éléments. Ma mère a eu une longue maladie, elle est décédée en 2014, et tout ça. Donc, tout ça. Et aujourd'hui, j'ai tellement de gratitude. Enfin, même si je donnerais tout, je remplacerais tout ça par 5 minutes avec ma mère aujourd'hui. Mais voilà. Mais en fait, le fait d'avoir vécu ce truc assez tôt dans ma vie, j'avais 29 ans quand elle est morte, ça m'a mis sur le chemin. Enfin, comme par hasard, quelques années après, je me forme au coaching et je crée 108 milliards. Enfin, je sais à quel point. Et puis en plus, là, on n'a pas parlé de la partie chez 108 milliards. On a toute la partie un peu qu'on développe pas trop au niveau business en ce moment parce qu'on n'a pas que ça à faire, mais qui est très très importante dans notre élan vital. Donc avec mon associé, avec Graf et tout, c'est toute la partie rituelle, préparation aux événements, ancrer les événements de vie et tout ça. Mais ça m'a mis sur le chemin, mais complètement. Tu disais, quand je te parlais du moment où j'ai quitté Isaïe et tout ça, que oui, tu as ressenti un appel qui... Mais c'est parce qu'il m'est arrivé ce qui m'est arrivé. Enfin, il y a pas de... Donc, évidemment, je ne suis pas en train de dire « Ah, trop cool, je vous le souhaite ». Mais le fait est que sur mon chemin de vie, ça avait énormément de poids. Et donc, ce truc de blessure inconditionnelle de l'amour, je me rends compte à quel point je l'ai travaillé 1 million de fois et à quel point je continue à le travailler. Et des blessures dont on ne guérit jamais. Je ne dis pas ça. Alors, un de mes coachs un jour m'a dit « Le développement personnel, c'est hélicoïdal ». Tu revisites toujours les mêmes thèmes, mais à chaque fois, hopefully, avec un peu plus de légèreté, un peu plus de fluidité. Donc, si tu veux... Mais moi, je sais que c'est un truc. Et ce dont je suis à peine en train de me rendre compte, mais là, je te le dis, ça, je pense que c'est la première fois que je le formule, même avec des mots, c'est pas un hasard, les blessures qu'on a. Je pense que peut-être qu'à un moment, le sujet de l'amour, mais de l'amour avec un grand A, etc., va être quelque chose de... Peut-être que j'ai un truc à jouer là-dessus. C'est pas un hasard, en fait, tu vois. En tout cas, parce que moi, mes psys ont toujours dit, ou coachs ont toujours dit, c'est une blessure, elle arrive, en tout cas, une blessure dans le sens, un bouleversement que tu as vu dans ta vie, donc c'est-à-dire une perception de bouleversement, parce que les gens peuvent vivre une situation de façon très différente, elle vient jamais par hasard. Et les blessures, elles te reviennent à la tronche tant que tu les as pas bossées, tant que tu les as pas acceptées, quand tu les as pas digérées. Et même avec ça, c'est ce que tu témoignes, il y a des blessures qui sont suffisamment fortes pour ancrer une colonne vertébrale dans ta vie et donner un sens à tout le reste et qui vont revenir de différentes formes. Mais à la fin, ça devient un cadeau et c'est plus juste une résistance, un problème, un blocage. Voilà, une fois que tu vois que c'est du... c'est que de l'amour, en fait. Je sais pas comment... En ce moment, alors, cette année, moi, j'ai eu pas mal d'expériences, on va dire, de dev perso extrême. Voilà... D'ailleurs, j'ai même modifié maintenant la façon dont j'accompagne les gens. J'assume complètement que il y a, tu vois, tout ce qu'on a parlé avant, les neurosciences, le business, voilà. Déjà, moi, voilà, dans mon élan vital, j'ai formulé cette année une partie de mon élan vital, c'est je fais le trait d'union entre le perché et le concret, entre le sacré et le profane, et entre la vie et la mort. Alors ça, il y a ça, je sais pas pourquoi, mais il y a ça. Et si tu veux, donc il y a le côté profane, il y a le côté concret, business, ta boîte, tout ça, j'adore. Mais il y a le reste. Et pourquoi est-ce qu'il y a le reste ? Moi maintenant j'appelle ça, maintenant j'assume, parce que ça a été mon chemin, que je travaille à la fois dans le visible, le concret, et dans l'invisible. Et dans l'invisible, les expériences que j'ai vécues ces derniers temps m'ont montré qu'il n'y a que de l'amour. Il n'y a que de l'amour. Mais c'est incroyable à quel point, même dans les pires douleurs de notre vie, les pires blessures, les pires catastrophes de l'humanité, en fait, il n'y a que de l'amour. Je sais que ça paraît complètement... En tout cas, toi, tu le perçois comme ça, parce que je pense que beaucoup de gens ne le perçoivent pas du tout comme ça. Mais je le perçois comme ça depuis peu, parce que j'ai eu la chance de peut-être c'est un moment de conscience. En plus, c'est des trucs... Je dis pas que je suis éveillée ni rien, pas du tout, mais j'ai touché du doigt des choses. Et en tout cas, dans mon chemin personnel, parce qu'après ça, c'est trop général, dans mon chemin personnel, dans cette blessure que je traînais avec moi depuis ma naissance, mais je sais pas comment te dire,
quand tu vois, alors que tu... Parce que théoriquement, je savais que ma mère m'aimait. Rationnellement, je savais très bien qu'elle aussi, elle avait... Voilà, ils n'ont pas fait de thérapie, nos parents, mais elle a fait comme elle a pu. Et en fait, elle a fait, d'ailleurs, elle a super bien fait. Ça, je le savais. Même rationnellement, j'étais capable, avec en plus tous les outils de gratitude, de machin, de me dire, putain, mais job is done, regarde, Mounia, tout ce que... Enfin, je suis très heureuse et très fière de la personne dont je suis et que je suis. Donc, merci maman, merci papa, il n'y a aucun doute là-dessus. Mais si tu veux, là, c'est là où on parle de ressenti, de conscience, de physique. Rationnellement, je le savais. Au fond de moi, la blessure, elle était là. Et j'avais beau faire tout ce que je voulais, elle était là. Et quand tu vis des expériences que tu peux pas expliquer, tu sais même pas où les classer, est-ce que c'est du dev perso, est-ce que c'est des trucs spirituels, notamment les constellations familiales, ça a été extrêmement puissant. Cette année, les gros trucs, en tout cas, qui ont, moi, eu un impact énorme, c'est les constellations familiales, des sessions avec une personne qui est kinésiologue, qui juste, en fait, j'ai l'impression qu'elle m'aide à déprogrammer des circuits cognitifs, mais extrêmement ancestraux, extrêmement anciens. Donc c'est peut-être un peu du 108 milliards, mais à des niveaux très inconscients. Et j'ai aussi fait des voyages chamaniques, donc j'en ai fait 2 cette année. Et avec des champignons, c'est ouais, ça, exactement, exactement. Extrêmement bien encadré. Et moi, je suis très claire, c'est de la F1. Donc faut y aller dans un certain cadre. Nous, on avait des encadrants qui étaient des pros, qui étaient exceptionnels. Enfin, tout était fait. C'est pas n'importe quoi. Faut pas y aller n'importe comment, mais en tout cas voilà. Et quand dans ce genre d'expérience, je ressens, et c'est plus de la théorie, je ressens que, en l'occurrence, donc si je parle de mon cas personnel, que dans tout ce que j'ai vécu avec ma mère, il y a que de l'amour, mais c'est de l'amour en barre, et que je me sens en gratitude absolue, alors qu'avant, j'arrivais pas à contacter ça. Je veux dire, ça y est. Tout gagné. Ouais. Et ce sujet me fait penser à, en fait, tous les dirigeants ou tous les managers qui, tu vois, cette croyance très française de il faut souffrir pour réussir, tu vois. Je pense que c'est un sujet que tu maîtrises, en tout cas dont tu parles assez souvent. Moi, je pense que je le ressens, tu vois. Encore, je me dis toujours... alors parfois c'est un peu aussi pour justifier le fait que tu galères, tu vois, tu te dis bon bah c'est peut-être que c'est parce que je souffre pas assez, que je me donne pas assez, que je suis voilà, mais est-ce qu'on peut vraiment c'est vrai que là dans la façon on a l'impression d'un tableau merveilleux que tu me dépeins, que tout va bien, que en fait ta façon de le vivre, ton rapport aux choses et ton rapport au travail, ton rapport à toi-même a tellement changé que t'es tellement pour le coup authentiquement dans le lâcher prise qu'il y a peut-être plus cette douleur. Est-ce que c'est vrai déjà ou pas? Et est-ce que vraiment on peut réussir en ayant rien à foutre entre guillemets, tu vois, en ayant complètement lâché prise, en étant du coup plus du tout dans la douleur? Alors oui, c'est vrai ce que tu dis, hein, tu dis tableau merveilleux, tout ça, je le vis profondément. Et après, en fait, il faut que tu vois que c'est quoi le bonheur, c'est quoi la joie. Pour moi, c'est un état, un socle solide. Mais dans ta journée, tu as ce que j'appelle des variations émotionnelles, et ça monte. Et effectivement, je suis un humain normal comme tout le monde. Des fois, je suis hyper vénère, des fois, je suis en mode Calimero, en mode « Ah, c'est horrible, je suis vraiment une victime, c'est horrible. » Mais sauf qu'aujourd'hui, la différence avec avant, c'est que mon état de base émotionnel, mon état de machin, le socle n'était pas solide. Je veux dire, ces trucs-là, c'était ça. Aujourd'hui, je sais quand ça va dans ces trucs-là, que c'est juste... On parlait tout à l'heure des hormones, des fois j'ai envie de me commander un litre de glace et je sens que c'est émotionnel, etc. Genre, c'est juste une fluctuation. Donc quand je vois la fluctuation, je suis capable de me dire, ça va passer, c'est rien. J'y crois plus. Donc le socle a complètement changé. Et ça, pour le coup, en toute humilité, et j'ai beaucoup de fierté et de gratitude à le dire, c'est le jour et la nuit par rapport à la Mounia d'avant. La Mounia d'avant était... Enfin, je sais pas si je vais dire malheureuse, parce qu'elle cochait toutes les cases. Donc... Mais oui, il y avait un... C'était douloureux, c'était douloureux. Là, il n'y a plus ça. Et il n'y a plus de résistance à la douleur. C'est ça la différence. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, je rencontre pas de difficultés et je ne suis pas en mode, des fois, il faut bosser, c'est dur de s'y mettre, et ce procrastinateur 2000 et tout ce que tu veux? Bien sûr que oui. Alors là, si tu savais. Moi, j'adore, tu sais, les gens, ils me disent souvent, oh là là, mais là, ça fait 1 an que je travaille avec toi et je suis encore à faire ça. Je dis, tu sais quoi? Je vais enregistrer les sessions où moi, je me fais coacher et puis je vais te montrer, tu vas prendre le popcorn et tu vas tout de ma gueule et c'est génial. Genre, on est clair. Mais il y a quand même voilà, ce socle qui est différent. Et alors, attends, je voulais dire un autre truc sur ça. Tu disais là... Ah oui. Moi, ma sage-femme m'a donné une leçon de résilience.
Alors moi, j'ai choisi, évidemment, dans la caricature de la bobo végétarienne, j'ai voulu accoucher sans péridurale. Oui, te mettre dans un bain chaud et puis tout va bien se passer. Et j'ai eu une merveilleuse sage-femme. Je sais pas si c'est dû ou quoi, mais en tout cas, j'ai eu une merveilleuse sage-femme, mes 2 accouchements, 3 heures. Bon, j'ai eu de la chance, mais c'était magique, moi, mes accouchements, donc j'ai eu de la chance. Mais avant ça, elle m'avait dit, justement, Mounia, on va faire la différence entre la douleur et la souffrance. Oui, le sens. C'est hyper important. Et elle m'a dit, la douleur, c'est OK. La douleur, c'est des informations et on est capable, en tant qu'être humain, il faut savoir qu'on est totalement capable de gérer de la douleur, même énorme. Par contre, la souffrance, c'est pas OK. On n'est pas là pour ça. Donc, tu vois, même on revient à la question de out of love ou out of fouettage. J'ai envie d'accoucher sans péridurale parce que pour plein de raisons, machin et tout ça. Mais si ça devient une souffrance, pas la peine. Ça n'a pas de sens. Donc, elle m'avait dit, parce que du coup, j'étais dans une maison de naissance qui était dans une maternité normale. Tout avait été... Le protocole, c'est si à un moment tu lèves le doigt et que tu changes d'avis, on te monte d'un étage et tu reviens péridurale et les machines et tout ce que tu veux, tu vois. Ou si à un moment il y a un problème. Parce que c'est gentil, mais des fois il y a un problème et on est bien content d'avoir toutes les machines et la médecine, tu vois. Donc elle m'avait bien prévenue là-dessus. On dit on va faire la différence entre la douleur et la souffrance. Et ça, je trouve que c'est extrêmement important. Par exemple, quand je travaille avec des CEO, j'ai accompagné des gens qui étaient dans des merdes noires, dans des situations... des redressements judiciaires, des gens, ils savent pas comment ils vont payer le salaire dans 3 jours, ils dorment pas la nuit, tu connais. Et l'invitation que je leur faisais, c'est « Ok, c'est extrêmement dur ce que tu es en train de vivre. Et on n'est pas en train de minimiser. » Donc la méthode Coué de « Mais non, ça va, je suis là, j'en ai rien à cirer. Non, j'en ai pas rien à cirer, j'ai 50 employés qui attendent leur salaire. Enfin, je n'ai pas rien à cirer. Ça m'empêche de dormir. » D'ailleurs, accepter que parfois, il y a des choses... C'est pas qu'elles valent le coup de manière objective de nous empêcher de dormir, mais on est content de savoir que nous, ça nous empêche de dormir certaines choses. Tu vois ce que je veux dire? Donc faut pas être idéaliste sur cet équilibre vie pro et sur tout ça. Mais l'invitation moi que je leur fais, c'est OK, tu joues, t'es en Ligue des Champions en fait, ou tu représentes ton pays au JO. Et c'est extrêmement dur. Tu dois te lever à 6h du mat, tu dois t'entraîner comme un ouf. T'as énormément peu de moments de loisirs, ou même avec ta famille ou avec tes proches. Et quand tu vas au resto, les autres ils vont en boîte et toi tu rentres dormir et puis tu peux pas manger ce que tu veux. Enfin, c'est extrêmement difficile. Mais donc si tu te mets dans la posture de oh là là, c'est trop dur et tout ça, pourquoi tu le fais? Personne t'oblige en fait. Laisse tomber. Par contre, si tu gonfles le torse et que tu dis je représente mon pays aux Jeux Olympiques. Donc la douleur, elle est là. Hein. C'est horrible. Mais limite, ça devient un plaisir de ressentir cette douleur. Enfin, c'est ce que tu m'as dit ce matin que j'ai trouvé super bien. Tu m'as dit, je te parle déjà le fait que moi j'ai peur de pas réussir en fait dans ma vie. À la fin de ma vie, j'ai envie de réussir ma vie, c'est-à-dire ma vie de famille, ma vie relationnelle, c'est clair. Et j'ai le sentiment d'être en train de la réussir. Mais j'ai peur de pas réussir ma vie professionnelle. En tout cas, je sais pas comment on pourrait l'appeler. En tout cas, ce qui est de l'ordre de laisser une trace, tu vois. Et du coup, ça me tient. Et je me dis, mais en fait, les choses vont jamais assez vite. Je suis pas relancé assez vite. Je suis pas assez à fond assez vite. Et tu m'as dit, mais ça, c'est une pièce de la médaille. C'est la peur de ça. Et l'autre, c'est l'énergie que tu peux ressentir. Te dire, mais en fait, j'ai envie de laisser une trace. J'ai envie d'accomplir un truc qui a du sens, qui va avoir de l'impact, qui est stylé, voilà. Et ça te nourrit 10 fois plus. Et en fait, l'invitation, c'est d'essayer de toujours. C'est ok de ressentir les deux, on ressentira toujours les deux, mais c'est d'essayer à un moment donné consciemment de dire ok, je vais essayer de me mettre plutôt dans ce mood-là que dans l'autre, quoi. Complètement, c'est de se connecter. Dites-vous que chaque peur qu'on a, elle est là, l'autre face de la médaille, c'est le désir. Elle est assortie à un désir. Et donc se dire ok, c'est quoi le désir qui est derrière ma peur? Et comment je me connecte à cette énergie. Et en fait, ça devient tellement... Ce matin, d'ailleurs, tu as changé de tête dès qu'on en a parlé. Ouais, c'est clair. Ah, mais qu'est-ce que c'est génial, j'ai envie de me réaliser, j'ai envie de laisser un impact, j'ai envie de... T'as envie de croquer la vie à plein dedans, c'est génial. C'est pas, oh là là, j'ai peur de... Tu vois. J'ai 3 questions pour finir cet épisode pour toi. Ouais. Parce qu'après, je sais qu'on a tous les deux déjeuné, comme on a été interrompu, on est obligé de raccourcir un peu. C'est quoi ton plus grand rêve, premièrement? Je te l'ai posé la suite, non? Ah oui, non, oui, je pensais que tu posais les 3 questions. D'abord, vas-y, c'est quoi ton plus grand rêve? Franchement, c'est quoi mon plus grand rêve? Honnêtement, je pense que je suis en chemin. Enfin, la vie que j'ai aujourd'hui, il y a quelques années, c'est mon plus grand rêve. Ce que j'ajouterais à ça, c'est de m'assumer beaucoup plus. Tu vois, là, rien qu'aujourd'hui, le fait de te parler de cette ouverture spirituelle que non seulement je suis en train de traverser, mais où maintenant j'assume que je vais prendre la main de mes clients pour les emmener là-dedans. En vrai, je le faisais déjà parce que je ne pouvais pas m'en empêcher, mais maintenant, je l'assume.
ça, c'est en train de... Je pense que je suis en train d'accomplir une étape vers mon rêve. Donc, mon plus grand rêve, c'est de continuer dans ce chemin et de le faire... Enfin, il y a un truc d'un peu d'expansion. Mais tout en restant out of love. Justement, il n'y a pas de pression. Donc, voilà ce que j'imagine pour la suite. J'ai pas de... Ok. Et c'est quoi ton plus grand regret? Mon plus grand regret. Ah, j'aurais tellement aimé, tu vois, là, quand je te dis, j'ai vu qu'il y avait que... J'ai envie de pleurer, mais j'ai vu qu'il y avait que de l'amour, même dans ma relation avec ma mère qui était un peu dysfonctionnelle au début et tout ça. J'aurais tellement aimé sentir ça avant qu'elle parte. Et... Même si on a eu des connexions de ouf, je sais, en plus, les derniers moments, elle était malade, elle parlait plus, mais j'ai senti dans ses yeux, enfin, il y a eu des moments très forts. Mais j'aurais aimé être plus là-dedans. Avec elle. Ouais, plus, quoi. Mais bon... Mais en vrai, c'est pas vraiment un regret parce que moi j'ai une vision maintenant. Je sais qu'elle est toujours avec moi. Enfin, je sais que il n'y a pas de. Bah, je comprends très bien ça. Putain, je savais pas que t'allais me faire chialer. On a réussi. Ah, putain, à la fin de l'épisode. Ouais, Les témoins. C'est quoi pour terminer? Bon, bah, tu vois, on terminera sur la légèreté, mais pourquoi, pour qui tu éprouves de la gratitude aujourd'hui? Des tonnes de gens. Aujourd'hui, à l'instant T, franchement, j'ai beaucoup de gratitude pour toi parce que je trouve qu'on vient de passer un super moment. C'était sympa le petit-déj aussi, j'étais vraiment contente de catch-up. Énormément de gratitude pour la team 108 milliards, notamment mon associé Raph et puis tous les autres qui sont autour, qui sont en train de faire des choses de dingue. Là, tu vois, je suis arrivée aujourd'hui au studio où tu enregistres et il y a une personne qui me dit « Ah, mais oui, j'ai rencontré les deux Antoine, c'est super ce qu'ils font avec leur retraite pour les gens justement qui Life After Exit ». Et j'ai de la gratitude pour me dire que 108 milliards est en train de grandir au-delà de moi. Ça, c'est vraiment cool. Attends, mais j'ai plein de gratitude. Hein. J'ai énormément de gratitude. Je te dis des trucs très récents que j'ai vécu dans les derniers moments. Hier soir, j'ai fait une session avec ma superviseuse et on a dîné ensemble après. Et quelle gratitude. Elle s'appelle Anne-Sophie Sauvage. Hein, je lui fais sa pub. Elle est géniale. Tellement de gratitude de tout ce qu'on a fait ensemble cette année. Et voilà, voilà, c'est déjà pas mal. Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. J'aime bien finir mes épisodes là-dessus. Là, ça fait 2 ou 3 que quand les gens sont particulièrement conscients d'eux-mêmes, j'aime bien poser cette question. Ça laisse une good vibes pour finir l'épisode. Pensez à vos gratitudes. C'est un des premiers boulots qu'on peut faire pour redevenir dans le présent, tout simplement. Ouais, je dis à tous mes clients que s'il y a un truc qu'ils devraient retenir de toute la méthode 108 milliards, s'ils devaient repartir qu'avec une chose, ce serait de faire leur gratitude tous les jours. Et moi, j'embrasse mon ami Thomas qui est contre le développement personnel. Voilà, donc qui écoute mes épisodes quasiment tous. Ouais. Donc j'espère que ça te fera changer d'avis. Oh, fais comme tu veux, Thomas. Je t'embrasse aussi, mais je te connais pas. Allez, bonne journée, Mounia. Merci.